Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct avec vous et nos invités autour de moi. David Lefrançois, bonsoir. Evie Cohen, Fanny Hadida. Bonsoir. Et Eric Getch va nous rejoindre dans un instant. Et plein d'autres qui vont nous rejoindre tout au long de cette soirée. 30 novembre, il est 21 h, nous sommes encore dans la trêve humanitaire qui a permis à Israël de libérer des dizaines d'otages, dont ce soir la jeune franco-israélienne Mia Shem. On pense fort aux autres qui sont encore dans les mains des monstres du Hamas. Et nous sommes tous entre deux. Personne ne sait ce qui va se passer finalement. On sait juste que Hanouka arrive très bientôt. On espère qu'il viendra avec son lot de miracles. Voilà, on va parler évidemment d'action solidaire tout à l'heure, de psychologie, d'immobilier, d'Alia et nous sommes en direct ici avec vous. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler si vous voulez intervenir sur l'antenne. Vous composez le 121 90 90 90. Je répète, 121 90 90 90. Nathan vous répondra et vous passera à l'antenne. David Lefrançois. Bon, on va dire, on n'ose pas dire comment ça va. On n'ose plus dire comment ça va. Et je disais qu'on était entre deux, mais vraiment entre deux. Nous sommes en direct, donc on sait. Voilà notre sentiment du jour. On ne sait plus dire comment ça va et on ne sait plus où on va. D'abord, il faut qu'on aille. Ça, c'est une des missions premières parce que ces personnes qui vont arriver, ils ont besoin d'avoir aussi un peuple qui ne soit pas par terre, qui nous semble fort. Donc il faut aussi, et même aussi pour tous nos militaires qui sont en attente, de certainement retourner dans un conflit qui va être armé, qui va être extrêmement tendu, parce qu'en face, ils ont eu le temps de se requinquer un peu au niveau physique, mais aussi au niveau armement. Et certainement, ils ont dû préparer des choses pour nos militaires. Pour vous, on y retourne? Pour moi, on y retourne. Est-ce que je souhaite à ce qu'on y retourne? La réponse est oui. Parce que je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette histoire. Et à un moment donné, je vais faire un truc avec toi, avec vous. Si je fais tin, il manque un truc, tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense que notre peuple, on a assez d'avoir des histoires qui ne sont pas terminées. Et il faut aller jusqu'au bout d'une histoire à un moment donné, parce que ce soit même le Rabbi de Lubavitch, où tout le monde nous a dit aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci, là, ils ont été tellement loin dans le comble de l'horreur qu'on ne peut même pas laisser passer le moindre espace de tolérance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être tolérance zéro. Alors, après, ça n'engage que moi et ma vision du monde. Je pense que nos dirigeants ont certainement des informations que je n'ai pas. Ont certainement des... Et je sais que pour Israël, la tension de négociation, elle est très forte, elle est très lourde, parce qu'on a la pression de tous les pays du monde et qu'on est sur un brasier. Mais en même temps, on a libéré qu'une toute petite partie de nos otages, et avec des choses qui sont aberrantes, qu'on ait pu donner des enfants, qu'on les ait passés à d'autres groupuscules, et en plus qu'on dise qu'ils sont morts à cause d'intersionistes. Non, il y a un moment donné, il faut cesser. Je crois qu'il faut cesser, il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Bon, je vais poser quand même la même question, à vous, Fanny, par exemple. Vous pensez qu'on va y retourner? D'après tout ce qu'on entend, il y a quand même un doute. On ne sait pas si on va retourner. Je pense que le gouvernement est pris entre deux, entre les familles qui veulent récupérer leurs otages, les gens de Sderot ou de Ashkelon ou de Ofakim qui veulent récupérer leur vie. Donc je pense que le gouvernement est vraiment entre deux. J'aurais tendance à dire un peu comme Fanny, plus le temps passe et plus je sens en fait que, bon, déjà la complexité du truc, ça on est tous d'accord, qu'il faille y retourner, c'est une évidence pour moi aussi. Pour autant, on est obligé de faire des compromis en permanence, et c'est bien ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Et du coup, ça vient augmenter la complexité du truc, et même si on nous dit on va y retourner, et encore une fois, je pense qu'on l'espère tous, parce qu'il faut cette fois-ci finir le travail, comme disait David, pour autant, comment on va y retourner? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit encore attendre et récupérer au compte-gouttes nos otages? Est-ce qu'au contraire, il faut y aller et se dire, maintenant, de toute manière, il faut aller les chercher nous-mêmes? C'est aussi une option, mais c'est très compliqué. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que habituellement, je suis toujours un peu polémique sur les décisions des gouvernements, etc.
Je crois que c'est la première fois où j'ai envie de dire, quoi qu'il décide, je suis d'accord. Alors c'est marrant parce que j'ai intitulé cette émission Beyahad, ensemble. Voilà. Et c'est un peu l'état d'esprit de tous. En fait, on est tous derrière un, alors qu'on aime Bibi ou pas, on est tous derrière le chef du gouvernement, le chef militaire, etc. Je voudrais juste accueillir quand même Eric Gage. Enchanté. Merci d'être venu. Asseyez-vous, Eric. Merci d'être là. Voilà. Agent immobilier, n'est-ce pas? Absolument. On va parler d'immobilier dans un instant parce que c'est intéressant aussi de savoir où est-ce qu'on en est dans l'immobilier. Ça monte, ça grimpe, on attend, on fait quoi? Il y a quand même des questions à vous poser tout à l'heure. On espère des bonnes nouvelles. Ah oui. Je vous attrape Un agent immobilier qui a le sourire comme le sien, c'est bon signe. Ça va. Mais j'ai entendu quelques C'est un baromètre. J'ai entendu quelques petites choses après. On attend peut-être une arrivée. On va parler aussi d'Alia tout à l'heure. L'Alia qui vient beaucoup des États-Unis, apparemment, viendra plus des États-Unis, du Canada. On en parle tout à l'heure. Allez, okay. D'accord. Eric, juste un petit mot quand même. On a fait un petit tour de table pour savoir si qu'est-ce que vous pensez de la situation, surtout du fait d'être entre deux, d'y aller, pas y aller. C'est quoi votre sentiment personnel? Je suis peut-être un petit peu plus impliqué que les autres puisque j'habite Ashdod, donc j'habite pas très proche de Gaza, mais Ashdod est quand même impliqué dans cette guerre un peu plus que les gens du centre. Et quoi qu'on fasse de toute façon, je pense qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Moi, personnellement, je suis, comme on l'a dit, à fond avec l'État. Aujourd'hui, l'État est solidaire, on doit être solidaire de l'État. Et après, on tirera les leçons de ce qui s'est passé avant. Mais je pense personnellement qu'il faudra y aller, impérativement. Impérativement, et finir, comme l'a dit David, le travail qu'on n'a jamais fini jusqu'à présent. En attendant la fin des otages, attendre de récupérer tous les otages, c'est la question quand même. J'en parle avec beaucoup de monde, notamment des gens, de mes clients qui sont très très haut placés dans l'armée, et ils me disent tout ce qu'il y a à prendre, il faut le prendre. C'est-à-dire que tant qu'on peut prendre des otages, il faut les prendre. Quitte à reculer, mais après il faudra quand même y aller. Mais il me dit tout ce qu'il faut prendre, on le prend parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après. C'était compliqué, Ashdod, de vivre là-bas pendant la période du début. Pour la première fois de ma vie, j'ai du mal à le dire, mais pour la première fois de ma vie en Israël, ça fait 18 ans que je suis là, j'ai eu peur les 3 premiers jours de la guerre. J'ai eu peur. J'avais peur de sortir, ce qui est incroyable en Israël. Alors on a un autre sentiment aujourd'hui, c'est plus la peur finalement qui nous envahit, c'est quoi? C'est le doute, c'est l'angoisse. C'est quoi on pourrait définir comment aujourd'hui notre sentiment collectif? Alors écoute, je sais pas, je peux pas moi me prononcer au nom du collectif. On peut observer des choses, mais moi d'abord j'ai un sentiment de colère, et absolument pas vis-à-vis du gouvernement. C'est vis-à-vis des personnes. D'abord, j'ai un sentiment de colère vis-à-vis de l'opinion publique générale dans le monde entier, parce que là c'est une aberration. C'est-à-dire que et j'ai bien aimé la posture d'Arthur d'ailleurs vis-à-vis de tout ça, où il a dit finalement on a toujours su que les gens étaient en grande partie antisémites, mais ils se sont dévoilés. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant, cet espace de dévoilement, parce que à plein d'égards, à plein de niveaux, c'est un vrai dévoilement. Mais par contre, j'ai aucun doute sur le fait qu'Israël puisse progresser, avancer, tirer les leçons de tout ça et grandir. Parce que c'est l'ADN de notre peuple. J'en parlais tout à l'heure avec mon épouse quand on a dîné ensemble ce soir. Et on est obligé, quand on voit toute notre histoire, quand on voit comment on a réagi, mais quel peuple réagit comme le nôtre au lendemain du 7 octobre? Quelle mobilisation! C'était à pleurer à chaque instant. On n'a jamais vu un peuple qui se soulève comme ça et qui se rend utile à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et je pense à une phrase, là, soudainement, lorsque vous le dites. On dit souvent, Dieu envoie une épreuve qu'à ceux qui peuvent la recevoir vraiment, véritablement. Et j'ai l'impression qu'on a eu, nous, au niveau mondial, au niveau presque de l'une des plus grandes épreuves possibles, inimaginables qu'on puisse avoir en ce moment. Eh ben, c'est à nous, elle tombe sur nous, et finalement, parce qu'on est capable de la gérer. Bien sûr. Tu sais, Yahya Ben Chetri dit un truc qui est très très beau. Il disait, tu sais, l'épreuve, c'est le moment où tu dois faire tes preuves. Voilà. L'épreuve du bac s'appelle une épreuve. Okay. Et d'ailleurs aussi, on dit un examen, ex-ama, ça veut dire que ton âme, elle est partie, tu es tout seul avec ta connaissance, et tu peux dire tout ce que tu veux, je veux une calculatrice. Non. Toi, ce que tu as dans ta tête, un stylo, une feuille. Voilà. Et là, tu vas faire tes preuves. Ok. Donc là, je pense qu'on avait besoin d'une preuve de savoir est-ce que notre peuple, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers temps, était capable de s'unir et d'être unis, parce qu'il n'y a que quand nous sommes unis que nous sommes forts. Quand on est désunis, nous sommes faibles. Et je pense que nos opposants l'ont très bien compris. Ils ont attaqué au meilleur moment. Il n'y avait pas un moment plus fiable que cela d'attaquer. Notre peuple était désuni. Okay. Et je vais vous apprendre peut-être un truc, ou peut-être pas, mais tu sais, quand des membres
quand des membres qui se sont défaits d'une même partie, disloqués, on appelle ça, le terme c'est quoi? C'est diaboliser. Et quand tu réunis tous tes membres dans un seul et même ensemble qui était déjà unis à la base, ça s'appelle symboliser. D'accord? Franchement, on n'a pas été attaqué par le diable, on n'était pas diabolisés, on n'était pas séparés. Dans tous les niveaux, la Knesset, partout, les mouvements sociaux, on était complètement disloqués. Ce pays allait à volo. On avait besoin d'une épreuve. Je suis désolé, mais on avait, quoi qu'il arrive, sans ça, on allait où, la vérité? Moi, comment ça se termine? Ouais. Comment ça se termine? Bah, vous voyez, il y a une chose que je trouve très très beau ce soir, c'est que nous tous, même si il y en a qui disent, je pense qu'ils vont peut-être pas y aller, ou je pense qu'il faut y aller, ouais. On est tous d'accord pour mesurer. Dire... Ou non, mais même, par contre, on est d'accord sur le fait que on sera derrière nos dirigeants. C'est ça. Et ça, est-ce qu'on aurait tenu ce langage il y a quelques mois? Non. C'est pas sûr. Clairement. Peut-être ici parce qu'on a des valeurs partagées. Mais je trouve que c'est d'entendre ça, moi ça me touche, des personnes qui me disent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, parce qu'on n'est pas à leur place, on sera derrière eux. Je trouve ça fantastique. Vous pensez qu'il y a un autre pays dans lequel les gens vont dire ça? Franchement, je ne crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie tous de parler. Beaucoup de gens me disent, on a envie de parler. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler. N'hésitez pas à nous appeler, à passer un coup de fil. Nathan vous répondra. Evie, on vous a appelé. On savait que vous veniez... Alors, on ne m'a pas appelé, on m'a envoyé un message. Voilà, j'ai mis un petit Pose mot, cette question, j'ai besoin de savoir, etc. J'ai mis un petit mot sur les réseaux ce matin en disant, voilà, je fais l'émission ce soir. Si vous avez des sujets, si vous avez des choses dont vous avez envie qu'on parle, sentez-vous libre de m'envoyer. Alors, les personnes n'ont pas voulu téléphoner par décence, par souci de confidentialité, j'en sais rien, par réserve. Alors, vous êtes leur porte. Voilà, donc j'ai sélectionné quelques questions et dont une qui nous est arrivée de France, une femme juive qui vit en France et qui m'écrit. En France, on est dans une situation très difficile. On vit cette guerre dans nos tripes et en même temps, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent inutile, alors que vous êtes tous ensemble pour l'affronter. Évidemment, je comprends tellement ce sentiment. En France, c'est un peu double peine, c'est-à-dire qu'ils vivent une situation encore peut-être plus grave que la nôtre, dans le sens où ils sont encore plus angoissés que nous pour ce qu'on vit nous, ils sont angoissés pour ce qu'ils vivent eux, et ils ont l'impression d'être seuls et abandonnés dans leur peur, en fait. Et nous, on voit bien ici à quel point ce sentiment d'appartenance, à quel point cette union nous a porté et continue à nous porter, et nous aide à faire face. Donc je comprends très très bien ce que dit cette dame, et je comprends parfaitement ce sentiment, en fait, d'inutilité aussi. Alors j'avais envie... Oui, un petit mot là-dessus. Franchement, moi j'ai rien à dire parce que je suis comme toi, je comprends tous les membres de notre famille, nos enfants qui sont en France, ils sont profondément touchés. Et tout à l'heure, une fois encore, je vais raccorder ça à mon épouse, mais elle disait, franchement, ce serait bien qu'à limite, ils viennent en ce moment, ça leur ferait du bien, je crois. Ouais. De venir, d'aider, de participer un peu. Ouais. Et ils le font sur certains. Pour beaucoup, ils le font. Et je trouve que la solution, en grande partie, elle est là. Mais je comprends parce qu'en fait, pour eux, il n'y a pas trop de solutions actuellement. C'est-à-dire que partager, est-ce que je pars, est-ce que je fais mon alias, est-ce que je dois rester, il y a quand même un énorme doute. Et puis, la montée de l'antisémitisme... Ça fera l'objet d'une émission plus tard. On en fera une là-dessus. Mais c'est vraiment exceptionnel. Oui, et puis il y a aussi les Français d'ici comment ils font finalement pour aller pas trop mal, entre guillemets. C'est qu'ils sont dans l'action tout le temps. Oui. Et notamment à Ranana. À Ranana, où vous êtes toutes les deux de Ranana, on les voit bouger beaucoup. Alors je donne que l'exemple de Ranana, mais j'imagine qu'à Ashdod ou ailleurs, à Tel Aviv, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire donner, faire des barbecues, faire des trucs, c'est un truc incroyable. Une mobilisation qui est phénoménale. Votre époux est très engagé là-dessus, d'ailleurs. Mon époux est très très engagé. Il a monté, je crois, une structure. Il a arrêté de travailler. Il a arrêté de travailler. Il s'est consacré depuis le 7 octobre au bien-être des Chayalim. Et donc, ils ont monté une structure qui est énorme, avec une association. Et en fait, tous les jours, ils font 3-4 bases entre 500 et 1500 soldats. On a été à Rim. On entendait les booms, c'était incroyable. Et puis ces soldats qui nous voyaient, qu'on pouvait réconforter, qu'on apportait un peu de chaleur, une maman qui retrouve son fils par surprise. Toute la population était monopolisée pour ce barbecue.
c'était incroyable. Enfin, ils vivent des choses incroyables. Ils ont eu la chance d'aller à Kfar Aza. Ouais. Vraiment, je pense que, nous, la communauté de Ra'anana est vraiment monopolisée. Et mon mari, il a complètement arrêté de travailler pour cette cause et pour la bonne cause. Donc c'est vous qui travaillez double. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est ça. Evie, la suite. En fait, ce que je voulais répondre, et vous me direz ce que vous en pensez, mais ce que je voulais répondre à cette dame, c'est que oui, nous comprenons son émotion, nous comprenons son sentiment. Mais pour autant, alors c'est vrai qu'elle n'est pas physiquement présente en Israël et que les Juifs de diaspora, de manière générale, ne sont pas avec nous. Je vais dire un truc qui est une évidence, mais ils font partie du peuple juif. Et comme nous, ils mènent un combat. Là-bas aussi, ils mènent un combat. Lorsque une personne est confrontée à de l'antisémitisme dans son milieu professionnel, dans son entourage personnel, dans la rue, peu importe, elle mène le combat. Lorsque un jeune étudiant juif, par exemple, est molesté dans les universités, dans les campus américains, par exemple, aujourd'hui, et qu'il y en a qui décident de les traîner en justice, parce que c'est ce qui vient de se passer, ils mènent le combat. Et ce combat, il est indispensable. On est tous devenus des combattants, d'ailleurs, les journalistes, les Instagrammeurs, je ne sais pas quoi. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai envie de dire à ces dames. Lorsque vous faites entendre votre voix sur les réseaux, sur vos réseaux personnels ou dans nos institutions, encore mieux, vous menez le combat. Donc, oui, et on est tous solidaires vrai. Les uns des autres. En plus, les Français, nous, on pense aux Français lorsqu'il arrive quelque chose ici, on pense là-bas, et ils pensent à nous là. Ça fait du bien. Et c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas physiquement là, mais vous menez votre combat là-bas. Et le combat que vous menez est aussi important que le rôle que nous jouons, nous, ici. Donc, soyez fiers, faites attention quand même, mais continuez. On a besoin d'une présence, et on le sait aujourd'hui, plus que jamais. On sent l'influence de l'international sur toutes les décisions que nous prenons ici. Tous les Juifs de diaspora ont un rôle fondamental, je trouve, encore plus aujourd'hui. Voilà ce que je voulais répondre à cette dame. À cette dame qui habite où ici en France, à Paris, d'accord. Alors on prendra une autre question juste après, parce que je voudrais qu'on évoque 2-3 autres sujets. On va parler d'immobilier, on parle d'emploi, d'Alia, Fanny Hadida. Alors rappelez-nous votre chronique, c'est plutôt, on est en train de parler de l'Alia et de la manière de gérer son Alia avec trouvant le vrai travail. Non, c'est plutôt ramener son travail ici. C'est quoi C'est ça, en fait, c'est quel thème vous avez choisi? Entreprendre en Israël. Donc changer de métier? Non, pas changer de métier, c'est-à-dire garder son business qu'on a en France, mais le faire en Israël. Donc, comment réussir son Alia professionnellement tout en maintenant son affaire en France. Je rappelle que vous êtes business angel. Tout à fait. Vous étiez cofondatrice de La Chilée. La Chilée Beauty. Vous avez vendu des boîtes, enfin, vous connaissez un peu Exactement, je suis consultante en stratégie, marketing et gestion commerciale. Alors comment vous pouvez aider ces gens qui vont arriver de France? Alors vous avez des chiffres déjà de l'Alia? Alors oui, donc en 2023, ce qu'a pu me donner le Mesra d'Aklita et ce qu'il a bien voulu me donner. En 2023, il y a eu 63 000 aliotes. Okay. Donc, toutes nationalités confondues. Bien sûr. Sur 2024, il paraît 3 à 5 fois plus. Donc, c'est une très grande prévision. alia. En prévision. C'est fou. Mais on a. C'était avant la guerre, avant la guerre ou non, là maintenant. J'ai eu le Misra d'Aklita qui m'a dit je ne peux pas vous communiquer les chiffres. La projection est après le 7 octobre. Oui, mais à partir de maintenant, on a entre 3 et 5 fois plus d'aliotes. Donc c'est vraiment une grande alia qui se prépare. Ça fait quoi? Ça fait 300 000 personnes presque? Voilà, toutes ces nationalités confondues. C'est top pour les nationalités confondues. On sait pour les Français le ratio? Ils n'ont rien voulu dire. Tout était confidentiel. C'est confidentiel. Tout est confidentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est confidentiel. Il y a sûrement une raison, je sais pas. Il y a sûrement une raison. Donc évidemment, il faut penser au boulot. Au boulot. Et moi, j'ai eu des témoignages d'entrepreneurs qui souhaitent s'installer en Israël, mais ils ont l'inquiétude de savoir comment on va faire pour la Parnassa. C'est très important. Et ils se posent beaucoup de questions. Comment développer mon business? Comment faire du résultat? Comment entreprendre? Comment je vais faire si je ne suis pas là? La société ne va pas tourner si je ne suis pas au rendez-vous. Eh ben, j'ai envie de leur dire que c'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce changement, on l'a déjà fait avec le corona. Cette nouvelle manière de travailler, on l'a déjà fait. On a travaillé autrement, on a géré autrement, on a communiqué autrement. Alors peut-être que l'ALIA va nous permettre de nous réinventer à nouveau et va leur donner une possibilité de se développer différemment. Donc ça, c'est, je pense, très important. Et mon expérience personnelle, puisque moi, j'ai quand même développé un business ici à 4000 km, donc qui a été quand même un gros business, parce que je l'ai importé à l'international. Et
La première des choses qu'il faut vraiment qu'un entrepreneur doit savoir, c'est que la première des choses, il faut savoir bien s'entourer. Un entrepreneur doit savoir bien s'entourer. Mais alors comment il doit s'entourer de gens ici ou là-bas? Là-bas, il va falloir qu'il Ouais, structure sa société. Il va falloir qu'il s'entoure de personnes pour pouvoir le remplacer ou pour pouvoir l'accompagner dans des tâches qu'il faisait lui en France et qu'il ne pourra plus faire. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez, je développerai après. Oui, de toute façon, après, j'imagine voilà. qu'on va... Mais il y a une grosse structuration. On va survoler là un petit peu, effectivement, on va survoler un peu l'idée générale. Voilà, mais il y a une grosse structuration et pour moi, un leader doit savoir s'entourer. C'est très important et surtout quand vous venez ici, vous ne pourrez plus discuter de la même façon, travailler de la même façon. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui fait les garde-fous, entre guillemets, dans votre boîte en France, ou bien qui vous seconde, ça ne peut pas être possible. Donc on parlera, si vous voulez, de restructuration de société après, mais ça va avec. D'accord. Ça, c'est un point. Il y a d'autres points? Oui, il y en a plein d'autres. Alors, on va en rajouter encore. Il y a plein d'autres. Donc, dans la structuration de l'entreprise, la première des choses, c'est... Enfin, moi, je dis tout le temps qu'il faut faire de la promotion interne à vos salariés. Quand vous souhaitez de partir pour réussir votre alia, qui de vos salariés connaît mieux vos valeurs de votre entreprise? Qui connaît mieux que vos salariés la vision que vous avez de votre business? Il n'y a pas de possibilité d'autre que de faire évoluer ses salariés. Si, bien sûr, on n'a pas de salariés dans notre société, ou bien on n'a pas le bon profil adéquat, et bien il va falloir recruter. Il va falloir recruter des personnes seniors. Mais pourquoi seniors? Parce que c'est hyper important de pouvoir compter dessus. C'est des postes clés, des postes qui vont vous faire gagner de l'argent, c'est des postes qui vont vous faire économiser du temps. Et la troisième des choses, c'est... il va falloir intéresser le personnel aux résultats. Pourquoi? Parce que si votre personnel, pendant que vous n'êtes pas là, il ne va pas faire le job, votre entreprise, elle ne va pas vous ramener les fruits que vous espérez. Quoi. Il faut les motiver, il faut les intéresser. Et c'est très important d'intéresser les salariés pour le bien-être de votre entreprise. Un salarié qui est intéressé, c'est un salarié qui va aller jusqu'au bout des choses. C'est un salarié qui va récupérer une part du gâteau. Bien sûr. Et donc, c'est très, très important de faire monter en compétence ces salariés pour pouvoir vous dégager du temps afin que vous puissiez être, entre guillemets, tranquille ici, à 4000 ou 5000 km. Mais alors, combien de temps ça prend tout ça? Parce que ça a l'air d'être un process... Déjà, c'est un travail qui se fait en amont. C'est un travail qui va se faire avant. La restructuration de l'entreprise, c'est un travail qui va se faire avant. Donc, il va falloir, avant d'arriver, de mettre des protocoles en place. Ouais. Et déjà, faire monter en compétence vos salariés, c'est une préparation. Et ça, il faut être sur place pour le faire, en fait. C'est pas... Au début, oui. Ouais. Au début, oui. Donc, on ne peut pas faire ça dans une alia rapide, quoi. Ça ne marche pas dans une alia rapide. On ne peut pas se dire, je viens demain matin. Moi, je l'ai fait en 6 mois. Ah, donc, ça va. Donc, c'est possible. Mais vous êtes entouré, normalement, en France. Vous avez vos salariés, vous avez vos assistants, vous avez vos directeurs. Si vous ne les avez pas, il va falloir faire un recrutement, un bon recrutement. Et j'ai un petit clin d'œil à un grand monsieur et un grand businessman qui dit un bon leader doit savoir s'entourer des meilleurs. Bernard Tapie. Ah, voilà. Bon, merci en tout cas. On reviendra si vous avez d'autres informations à nous donner. Mais non, tu as tué, non? Il y a une chose qui est intéressante. Parce que tu nous parles des entreprises qui sont déjà des entreprises de belle taille. On parle de belles PME, PMI. Mais en fait, il faut aussi rappeler que 92% de l'économie française, c'est des TPE, toutes petites entreprises. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, de professions indépendantes. Et pour elles, l'ALIA, elle peut être plus rapide. C'est-à-dire que tous ces processus sont super bons. Et comme finalement, souvent, un indépendant, c'est quelqu'un qui est un petit peu un homme d'orchestre, ce qu'on appelle un coaching de transition permet sur quelques mois de permettre de se réorganiser. Et la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait cette démarche-là, il faut juste apprendre à la personne à apprendre à travailler sur son entreprise et non plus dans son entreprise. Exactement. C'est-à-dire avoir un mindset différent. Et là, ça veut dire, est-ce que avant tu étais un manager ou pas? La plupart du temps, c'est des entreprises, petites entreprises, c'est des entreprises un peu familiales. Il faut apprendre à se détacher. Le détachement, il est très compliqué pour ces personnes-là. Mais effectivement, ça peut être assez rapide si on est bien accompagné. Il faut être accompagné. Oui, c'est ça, il faut être accompagné. Oui, bien sûr, il faut être accompagné, c'est très important. Et même, c'est pas inné de savoir recruter. Non, bien sûr que non. C'est pas inné de savoir, est-ce que mon salarié à telle place, il est bon. Et même, on peut même aller plus loin. La France est quand même l'un des pays
en termes de déficit managérial qui est l'un des plus importants au monde. C'est-à-dire que quand tu compares le niveau de formation managériale juste nos pays voisins de la France, on a quand même un grand déficit de management parce que c'est pas obligatoirement la priorité. Alors que dans les pays anglo-saxons, non seulement ils vont parler management, mais il y a quelque chose qu'on ne parle pas du tout en France. Tu as dit un mot leadership tout à l'heure. Tu as parlé du leader, de Bernard Tapie, mais il faut savoir qu'on est très en retard en termes de leadership. C'est-à-dire la capacité de donner une vision, d'organiser, de structurer. Un management, ça vient de tout manage. J'organise au quotidien. D'accord ? Un leader, c'est quelqu'un qui donne une direction, qui te donne l'envie d'aller vers cette direction et qui te donne aussi le désir de changer, ce qui est compliqué. Et on ne forme pas obligatoirement les hommes et les femmes, en tout cas dans notre pays en France, pour les alliances françaises. Pour les autres pays, c'est un petit peu moins compliqué parce qu'ils sont franchement mieux équipés dans la structure et même dans les formations universitaires. Alors on va continuer à parler d'Aliot parce que, évidemment, Eric, vous êtes Gage, vous êtes agent immobilier, où ça ? Alors, j'ai une agence à Ashdod et 2 agences à Tel Aviv. D'accord, ok. C'est le groupe Comacom. D'accord. Et vous avez des infos sur l'ALIA ? Bien sûr. Alors, dites-nous tout. Sur l'ALIA française, ça nous intéresse. Bien sûr, je reçois des appels, on va dire quasiment quotidiens depuis une quinzaine de jours. Quasiment quotidiens. Ce matin encore, j'aimerais faire mon ALIA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Où habiter ? Ils me posent des questions générales, comme si j'étais l'agent juif. Oui, absolument. L'agent juif j'ai aussi des échos que l'agence juive est débordée de demandes, mais vraiment de façon très, on se rend pas compte de ça, parce que nous, on n'est pas là-dedans. Débordé de demandes. J'apprends quelque chose, là. On n'arrive même plus à gérer les dossiers. Donc, je confirme complètement les chiffres qui ont été donnés, mais je pense que 90%, ça sera de la France. Il est prévu une très, très grosse alia de la France, et ça, ce sont vraiment des personnes qui s'occupent de la alia. Il n'y aura pas assez de logements. Je pense qu'on va se débrouiller pour ça. On a encore on peut compter sur Eric. Il a de la ressource. On peut compter sur vous pour trouver. Non, il y a les constructions qui repartent de plus belles actuellement. Ouais. Alors justement, on va parler de ça. Maintenant, on va parler de comment ça se passe, comment ça s'est passé jusque-là. Est-ce qu'il y a eu, je sens qu'il y a eu un arrêt total depuis 7 octobre. Alors nous, on a eu, contrairement à tous les autres métiers, la double peine. C'est-à-dire que avant la guerre, 3 mois avant la guerre, c'était déjà la cata dans notre métier, à cause des taux d'intérêt notamment, et pas que ça, mais principalement les taux d'intérêt. On n'a quasiment plus rien eu à faire, donc on était dans une situation quasiment catastrophique que je n'ai pas connue depuis 18 ans. C'est la première fois que pendant 3 mois, je ne fais pas une seule transaction de vente. Heureusement que j'ai un très très gros portefeuille de gestion, ça nous a sauvés, mais au niveau des ventes, ça n'était jamais arrivé, pas une vente en 3 mois, je peux le dire, avant la guerre. La guerre donc est arrivée, et évidemment, ça a été pire que tout. Et donc on a dû serrer les coudes et faire comme pendant le corona, c'est-à-dire attendre que ça se passe. Et on tenait le choc. Et aujourd'hui, toujours pareil, depuis une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, la demande, je ne vais pas dire qu'elle est exponentielle, mais elle va l'être. J'ai, moi personnellement, 1 à 2 demandes, mais ultra sérieuses par jour, de clients, moi, de famille. En interne d'Israël. Non, de France. Ah, de France. De France. Je parle d'achat, donc pour nous qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Au niveau de la location, le marché s'est aussi énormément ralenti. Jamais, je gère énormément d'appart à Tel Aviv, jamais à Tel Aviv j'ai un appartement qui a été libre 3 mois en location, ce qui a été le cas là, avant et après la guerre. Donc on a un marché qui s'est complètement sclérosé au niveau de l'immobilier, mais avant la guerre et bien sûr après la guerre. Et donc aujourd'hui, encore une fois, c'est sûr et certain, le marché repart de façon bientôt exponentielle. Les demandes sont vraiment Alors, j'entends présentes. une flambée des prix en mars. Alors, évidemment, c'est vrai, ça on est le seul pays, je pense, dans le monde où, avec ce qui nous est arrivé, le marché n'a pas chuté. On a quelques petites affaires à droite à gauche, mais jamais, à chaque fois, on me dit s'il y a une affaire, il n'y a pas d'affaire comme tout le monde peut l'imaginer, les prix divisés par 2, comme ça pourrait être dans d'autres pays en guerre. Il n'y a pas. Ou s'il y en a, ils partent dans la demi-seconde. Même dans le sud, Ashkelon Oui, pour l'instant, Ashkelon, personne n'est encore opérationnel sur Ashkelon, mais la demande va être là, c'est sûr et certain, et c'est sûr et certain, quand la demande revient, les prix remontent. Et donc les prix vont remonter malgré le fait que les taux d'intérêt ne vont pas baisser. Et ils vont faire leur crédit, la plupart, ils veulent le faire en France ou ils vont le faire en Israël ? Alors, excellente question. Moi, systématiquement, je dis à mes clients, prenez votre crédit en France, même s'il est aussi élevé là-bas. C'est pour ça. D'abord, il faut pouvoir, parce que pour ça, il faut qu'ils aient un bien en France qu'ils puissent hypothéquer et compagnie. Donc, systématiquement, je leur dis de prendre leur crédit en France. Quelquefois, ils sont obligés de le prendre en Israël. Mais aujourd'hui, contrairement à juste avant la guerre, c'est plus vraiment la question. Avant la guerre, c'était « je peux pas acheter, le taux de crédit, j'attends, ta. » Aujourd'hui, c'est « je veux acheter ».
Et oui. Le taux de crédit ne rentre plus en ligne de compte de dire je vais attendre. Aujourd'hui, c'est je veux acheter, je veux un bien en Israël. C'est impératif. Mais attendez, c'est quoi? Vous m'expliquez qu'il y a une fuite? Les gens veulent fuir? Alors, non. Les gens... Alors, se sécuriser peut-être. On a une nouvelle clientèle. Jusqu'à présent, notre métier, c'était de travailler avec des gens qui avaient déjà des appartements, gérer leur appartement, racheter. Aujourd'hui, 90% de la demande de ces 15 derniers jours, ce sont des gens qui ont des biens, qui sont bien assis financièrement et qui n'ont pas encore acheté en Israël. Ah, ok. C'est 90% de ma demande des 15 derniers jours. C'est-à-dire des gens qui ont dit finalement, il faut que j'achète. Oui, Mais leur petit Pas bout de nécessairement terre, pour quoi. habiter. C'est ça, voilà, c'était ma question. Je C'est veux pas un forcément bien des gens qui arrivent, quoi. Ils veulent leur petit bout de terre. Exactement. Il dit on sait jamais, je ne sais pas ce qui peut arriver. C'est toujours la même phrase. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Eric, je veux acheter en Israël. Exact. Excusez-moi du terme, on s'en fout des taux d'intérêt, on s'en fout de tout. Je veux mon appartement en Israël. Ils veulent pouvoir ça, c'est bouger nouveau. s'ils en ont besoin. Et ça, Oui. c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et C'est sécurisant. C'est sécurisant aussi. Je sais. Je pense que pour la diaspora juive, c'est sécurisant de se dire si jamais demain je dois partir très très vite, parce que on sait très bien que franchement les quartiers en France et dans toute l'Europe c'est une poudrière. Ça peut exploser en un instant. De savoir que tu as un bien en Israël et que si jamais demain tu dois bouger en tant que juif, il y a un pays qui te défendra. C'est le pays d'Israël, c'est super important. Et si je puis me permettre une chose, tout à l'heure tu disais quelque chose de très intéressant, tu disais en fait il nous faut des conseillers. Moi je crois profondément qu'il faut faire aussi avoir cette démarche vis-à-vis des personnes qui nous entourent quand on vient en Eretz. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a trois personnages dont vous avez besoin quand vous venez en Eretz. Il vous faut un super agent immobilier. Moi je peux me permettre parce que t'es mon agent immobilier et moi je ne suis toujours passé que par Eric. Je connais Eric parce que il a l'air bien, il a l'air très bien. Non, c'est pas il a l'air bien. Je vous garantis, on est au summum de l'excellence. Et je connais bien ce métier. Et parce que moi, dans ma vie, j'essaie toujours de m'entourer des meilleurs. Il vous faut un très bon agent immobilier. C'est ce qu'elle disait. Exact. Il vous faut un très bon avocat. Absolument. Un très très bon avocat. Oui. Et il vous faut aussi quelqu'un capable de négocier les crédits pour vous. Il vous faut comment on appelle ça ? Un courtier en crédit de qualité. Si vous avez ces trois structures-là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Exact. Okay. D'accord. Il est où cette personne parfaite là? Ah bah c'est trop. D'abord, moi, un agent immobilier. Déjà. De toute façon, je peux parler. Moi, j'ai toujours dit à Eric, personne d'autre que toi ne s'occupera de l'achat ou de la vente de mes appartements. Voilà, personne d'autre. Donc, moi, c'est une preuve de C'est confiance aussi simple énorme. que toi. Après, moi, j'ai un avocat, c'est personne d'autre que je peux le nommer, il s'appelle Vous avez bien fait de venir ce soir. Hein. Non, mais c'est important de le dire parce que Je reviendrai. c'est tellement dur de trouver des bons professionnels aujourd'hui. Excusez-moi. Ok, c'est des agents immobiliers, il y en a beaucoup, et on peut faire notre métier dans tous les métiers du monde. Hein. Le tien, le mien, le nôtre. Tu peux le faire comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Et les maîtres, il n'y en aura pas beaucoup. Mais quand tu as la chance d'en avoir un, eh ben, tu le partages. En tout cas, il y en a qui ne veulent pas partager. Moi, je partage parce que je trouve que c'est essentiel, parce que c'est sécurisant. Il a partagé à des nombreux téléspectateurs et auditeurs. Je le rappelle que nous sommes aussi à la radio ce soir. On est là aussi pour faire des cadeaux. Ce soir, je pense qu'on est un peuple de donneurs. Mais c'est aussi important de dire que quand il y a des gens qui font leur métier, qui le font super bien, bah, c'est sécurisant. Oui. Et combien de fois, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, je leur dis, mais moi, le premier, je leur dis, mais achetez un bien en Eretz. Oui. Même si tu es chez toi, tu auras un petit truc, on s'en fout. Même si c'est pas à Tel Aviv, achète à côté, ça n'a pas l'argent, c'est pas grave. Tu pourras toujours faire un montage. Combien de personnes m'ont dit, ah non, mais moi, j'ai fait un coup, je me suis fait avoir sur place, tu comprends. C'était, on m'a proposé. Mais bah non. Souvent, ça. Bah non. Donc, quand on a la chance d'avoir des gens qui sont sérieux, il faut en parler. Eric, est-ce qu'il y a des retards dus sur les constructions d'immeubles, dus au fait que les Gazaouis sont... Absolument. Il y a des retards parce que il y a moins de main-d'œuvre. Thaïlandais, par exemple. Beaucoup moins de main-d'œuvre, pas que les Thaïlandais, les Arabes aussi, il faut le reconnaître. Et en plus, c'est la loi, le promoteur a le droit de retarder sa livraison par rapport à la guerre. Et qui plus est, il ne vend rien. C'est-à-dire que le promoteur lui-même essaye de traîner des pieds, parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, depuis 4 mois, pas que depuis la guerre, il ne se passe plus rien, il ne se passait plus rien dans l'immobilier. Donc les promoteurs sont un petit peu inquiets, étaient inquiets, je pense qu'ils le sont beaucoup moins depuis quelques jours, et tout ça fait qu'il y aura évidemment du retard dans la plupart des livraisons d'appartements. Alors si vous avez des questions à poser à Eric ou à tous nos invités ici, je vous donne un numéro, vous pouvez appeler et Nathan vous répondra au 121 90 90 90. C'est facile, 121 90 90 90. Moi, si tu me permets, j'en ai une pour Eric. Allez. Parce que c'est vrai qu'on avait quand même une sacrée main-d'œuvre qui était aussi palestinienne, soyons clairs.
je pense il va falloir qu'on se ravise, qu'on se révise. réinvente, ouais. Bah, il va falloir peut-être on change de fusil d'épaule par rapport à ça, parce qu'on a vu à quel point dans ces kibbutz, c'était quand même des personnes qui étaient là, qui étaient présentes, qui travaillaient, en qui on pensait avoir confiance et qui ont été parmi les voleurs, les violeurs et les assassins. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une vision un peu plus long terme sur ce coup-là. Et quid de cette main-d'œuvre qu'on voulait peut-être asiatique, peut-être... Oui, comme à Dubaï, un peu dans l'exemple de mais Dubaï. qui visiblement est beaucoup plus chère. Cette main-d'œuvre asiatique, thaïlandaise, Absolument. etc., de Vraiment ce que j'ai entendu, est bien plus cher. C'est Pas quasiment bien plus cher, mais j'ai entendu également que... 2 fois le prix. Absolument, c'est-à-dire que les sociétés qui importent, parce qu'en fait on passe par des sociétés qui importent ces Tout à gens-là, fait, comme les métapellettes et tout. absolument, C'est ça. bien, prennent plus d'argent que pour les Palestiniens, bien évidemment. Et c'est encore un problème qui va faire augmenter les prix. Oui, mais Dubaï, ils ont fait ça. Ils ont fait ce système. Ils ont pris des Pakistanais, ils ont pris des Philippins, ils ont pris des Thaïlandais. Aujourd'hui, le modèle fonctionne. Il fonctionne très bien. Fonctionne très bien. Et je trouve que c'est Très, un très très bien. bon exemple. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, moi j'ai monté une société à Dubaï. Et tu sais, quand tu montes une société à Dubaï, Il faut être. il faut que tu fasses des tests sanguins, fait. les poumons, la totale. C'est vrai. Et un jour, donc, je vais faire mes tests de radio comme ça, et j'attends 20 minutes mes résultats de radio. Et il y a un monsieur qui arrive en robe blanche, le chèche, là, il vient me voir, et il me dit, je vous ai entendu parler français. Est-ce que vous devez attendre 20 minutes? Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café? Un type charmant. Oui, ils sont super. Il me dit, je voudrais parler qu'un français. Je dis, moi, je veux parler qu'un Dubaïote, ça m'intéresse. De 20 minutes, ça s'est passé à 2 heures. Et à un moment donné, quand même, je leur ai dit, mais il y avait quoi? Il y avait 400 Pakistanais qui attendaient, qui étaient là. Et j'ai dit, mais pourquoi cette main-d'œuvre? Alors il m'a expliqué de la route de l'Inde, tout ça, enfin bref, l'économie, c'est dans l'histoire de Dubaï. Et je lui dis, vous avez dans le monde, dans les pays arabes pauvres, une main-d'œuvre que vous pourriez peut-être aussi utiliser. Et ce monsieur, sur la tête de mes enfants, il dit quoi? Monsieur, on va pas faire entrer le verre dans la pomme. Si on fait ça, Dubaï est mort dans les 10 prochaines années. Eh ouais. C'est-à-dire quand même, ils ont aussi une vision du type de population Tout qu'ils à peuvent fait. faire entrer, même au sein de leur propre corporation. Moi, Et alors, moi, c'est vraiment Moi, intéressant. j'ai eu la même expérience. J'ai été coincée avec le corona, j'ai pas pu rentrer en Israël, donc j'ai loué une maison à Dubaï. Donc je suis restée 2 mois et demi à Dubaï, et en fait, Jumeirah, le quartier de Jumeirah, c'est exclusivement réservé aux émirs et aux émirats. Et du coup, la personne qui nous a loué, c'est un émir, donc il est venu nous voir et il nous a dit enchanté de faire votre connaissance, c'est sympa d'avoir des Français, et on a parlé aussi travail, business, et on a parlé de la main d'œuvre. Et il nous a dit en fait, en France, vous avez les personnes, les travailleurs que nous ne voulons pas. Et qui? Ah ouais? Oui, il nous a dit, vous avez la population que nous ne voulons pas chez nous. Stéphane, on a réussi à t'étonner. C'est énorme. Pourtant, je suis la même difficile à être étonné. explication. Je suis jamais étonné. Vraiment. Eh ben oui, j'ai eu la même explication. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'assume facilement. Il assume Bon, qu'est-ce que vous pensez de facilement. mon idée? Moi, ce que je voudrais, c'est que après l'après-guerre, j'aimerais bien que Dubaï, qu'on fasse de Gaza Dubaï. Ah, ça serait bien. Ce serait un Qu'on fasse de rêve. Gaza Un rêve. Dubaï. Ce serait un rêve. Un rêve. Ça serait Et c'est ce qui génial. pourrait Et que la arriver de mieux, population d'ailleurs. palestinienne, ils travaillent, on monte des immeubles de Absolument. fous, des casinos, etc. Et que la Ouais. paix règne enfin dans cette partie. De toute façon, C'est pas une bonne idée, ça? Ouais, c'est une super idée. C'est le rêve. C'est le rêve, En tout cas, exact. sur le papier, c'est beau. Hein. Oui, Ouais. sur le papier, Ça donne envie. T'as toujours Mais- été rêveur. On s'associe, on s'associe. C'est l'une des rares J'ai un choses. terrain. Vous vous occupez de... C'est l'une des rares choses qui permettrait, en tout cas, d'avoir une certaine forme de contrôle, parce que même si on parle de Dubaï, c'est peut-être le pays le plus sécure au monde, mais c'est aussi un pays qui fonctionne aussi sur la charia. Donc Tout à fait. c'est aussi un truc. Et je pense que eux aussi pourraient être à même d'apporter la rigueur, parce qu'attention, hein, les Émiratis, ils sont gentils, il y a beaucoup là. Ils sont extrêmement rigoureux dans Ah, le tout à respect fait. des lois, et tu plaisantes pas, que tu sois Non. petit de 4 ans, ou voilà, on plaisante pas avec eux. Et c'est aussi cette peur-là qui fait qu'on est dans la sécurité. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un au-dessus qui puisse injecter des fonds, qui puisse leur donner de l'argent, qui puisse vivre, et puis sur l'emprise de cette espèce de monstre-là. On a hâte de s'en débarrasser. Alors, on va reprendre une question virtuelle chez vous, Evie. Une autre Hein, question. qu'on vous a posée aujourd'hui. Oui. Cette fois-ci, alors c'est une question un peu plus... Je l'ai sélectionnée parce que c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, que je rencontre moi en tout cas en consultation. C'est une jeune franco-israélienne qui m'écrit « Je n'arrive pas à reprendre ma vie dans ce climat d'incertitude. On a l'impression que plus personne ne contrôle plus rien. » Et du coup, des montées d'angoisse en permanence.
c'est vrai que on a ce sentiment que personne ne contrôle plus rien. Et qu'est-ce que c'est compliqué de devoir contrôler d'avoir besoin de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. Évidemment que ça n'est pas possible. Du coup, ce que je répondrais, c'est qu'en fait, il y a 2 fronts sur cette guerre. Il y a le front militaire stratégique, et là, on y est sans relâche depuis quasiment 2 mois. Et puis, il y a le front de la guerre psychologique. Et en fait, nos ennemis, nos bourreaux, ont exactement le même objectif sur le plan psychologique, qui est celui de nous anéantir purement et simplement. Du coup, ce que j'ai envie de dire à cette jeune femme, c'est qu'il y a un switch qu'il va falloir faire à un moment donné dans sa tête et passer de la position de citoyenne israélienne un peu victime à la position de combattante. Parce que nous, citoyens, nous tous autour de cette table, et nous, citoyens de manière générale, même si nous ne sommes pas sur le terrain à combattre, nous sommes des combattantes. Ne serait-ce que le fait de reprendre sa vie tous les jours, après tout ce qui s'est passé, et de s'engager dans un nouveau développement. On ne sera plus jamais pareil, on ne va pas pouvoir reprendre à 100% tout de suite, c'est une évidence. Pour autant, on doit se forcer un minimum. On accepte, on part du principe que personne ne va bien, et on est tous d'accord avec ça, et on l'accepte. C'est une première chose. Quelqu'un qui me dit « je vais très bien en ce moment », je me dis que c'est là qu'il y a un problème. Oui. Donc pour le coup, on accepte la situation, mais pour autant, on se met en action, on se met en mouvement. Ça prend du temps, au départ c'est difficile, mais plus on le fait, et plus ça arrive. Un dîner avec des amis. Alors on va passer la soirée à parler de la guerre, c'est une évidence, mais c'est pas grave. On va partager nos inquiétudes, nos doutes, etc. avec des gens qui partagent notre quotidien. Donc ça fait du bien malgré tout. Un chocolat chaud, des chamallows, un Disney. Ça peut sembler surréaliste aujourd'hui, mais si on le fait, c'est un espèce de petit moment volé comme ça, dans le temps, où pendant 1 heure, on va être en mode régression. Ce sera 1 heure de gagner dans la journée. On l'a dit 1000 fois, on essaye de prendre de la distance par rapport aux informations. Allez, deux fois dans la journée, c'est déjà bien. Et on se force à respecter en fait ce rythme-là. Et puis j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont eu un soutien à l'effort de guerre dès le départ et qui peuvent continuer, comme ton mari, à aller s'occuper des soldats, faire des cartons, etc. Tout ce qui nous met en mouvement et qui fait qu'on reprend les rênes. Donc qu'on est en position proactive et non plus en position victimaire. Tout ça, ce sont en fait des éléments qui vont nous aider à aller mieux. Ça se fait crescendo. C'est comme une thérapie. Mais c'est exactement ça. Thérapie, tout doucement. Alors après, bien évidemment, vous avez des personnes qui ont été confrontées. Je ne parle pas ici des familles d'otages, je parle de personnes qui ont vécu ça de loin, mais pas trop loin finalement. On a tous été traumatisés, c'est un trauma collectif. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas s'en relever aujourd'hui parce qu'ils sont en stress post-traumatique, etc. Là, je suis sur, j'allais dire, le gros, le commun de ce pays, qui doit se remettre au combat, en fait. Au combat, c'est vraiment ce que je pense. On est tous des combattants aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Evie Cohen. Un dernier mot pour finir sur la chronique. On fait un petit ping-pong entre 2 chroniques, mais ça peut être assez marrant. En forme de conclusion. J'ai fait une due diligence, c'est une audit dans un gros laboratoire de cosmétiques, et il y avait quelqu'un qui souhaitait faire son alia. Et souvent, quand on fait du conseil en audit et qu'on ne sait pas si on va acheter la société ou si on doit l'acquérir, on fait dans un business plan, il y a souvent une réduction au niveau du personnel. Et moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que l'incompétence a un coût et la compétence a un prix. Donc, c'est ce que je voudrais faire passer pour les entrepreneurs qui font l'ALIA, c'est de dire attention, ne faites pas les mauvais choix. N'hésitez pas à payer pour votre tranquillité, pour le bien-être de votre business. C'est très, très important. C'est très, très important. Et il y a aussi le soutien que vous pouvez donner à vos salariés, parce que la relation que vous allez avoir avec vos salariés, elle va être différente, parce que vous allez les avoir beaucoup plus au téléphone. Donc, vous allez créer du lien, vous allez compenser votre absence. Et il y a une phrase qui me plaît, moi, de dire, et c'était pour conclure, c'est de dire que si quand vous dormez, votre business vous rapporte de l'argent, c'est que vous avez réussi. Donc, c'est que vous avez aligné toutes les étoiles
pour la grande success story. Voilà. Magnifique. Merci Fanny, Adida. Je vais garder votre numéro de téléphone si jamais je dois, je sais pas, si on vient racheter A+, par exemple, vous pouvez m'aider à faire un business plan. Avec plaisir. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, hein. Je vais appeler Bolloré, je crois qu'il a envie d'acheter quelque chose. Je pourrais mettre en place un bon plan. Merci Fanny. On fait une petite pause musicale légère. Ouais. Allez, je crois qu'on a quoi? Ham Israël Chai. C'est Chai. Alors je vous ai pas présenté Nir, qui c'est mon garde du corps et à la fois c'est le technicien en chef ici sur Tishim FM. Eze Musica. Eyal Golan. Yes. Moukar, c'est connu? Baro. C'est la chanson, je crois. On écoute. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. כי עם ישראל חי. Eyal Golan, Am Israël Chai. Voilà. Je l'ai bien dit cette fois-ci. C'est bon cette fois. Nous sommes sur 94.7 FM, j'adore la radio, c'est super. On lance des disques et tout ça, ça me rappelle la bonne époque. Je sais que j'ai commencé en radio, j'étais à Radio Shalom, moi, il y a très longtemps, j'avais 18 ans. 94.8 et là nous sommes sur 94.7. On a perdu d'1 degré là. Mais c'est parce que tu es en Israël. On accueille Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonsoir. Comment ça va? עד כמה שאפשר. Ad Kama Sheftar. Voilà, c'est encore la question. Voilà. On répond de cette manière-là aujourd'hui. Mais bon, l'important c'est de surtout, je vous ai invité pour que vous me fassiez un billet d'humeur que j'ai
même pas lu en fait, parce que vous m'avez envoyé une première version, et puis il s'est passé pas mal de choses. D'ailleurs, on est en direct, donc c'est bien direct justement pour pouvoir s'adapter à voilà, ce qu'on va écrire, ce qu'on va dire. Et je crois que vous êtes aussi comédienne. Et vous allez donc nous le déclarer, vous allez nous le jouer, ce papier. Je vais parler avec mon cœur. Et c'est vrai que Evie Cohen parlait tout à l'heure de la mise en mouvement. Et justement, lorsque tout a commencé, je pensais que la douleur resterait statique. Cette enclume, je l'ai ressentie très précisément sur ma poitrine. Et j'étais sûre qu'elle resterait là, qu'elle ne bougerait pas. Je pensais que le but du jeu serait de ne pas crouler sous son poids. Cette enclume de douleur forgée par l'horreur des récits des femmes violées, exécutées, éventrées. Cette enclume de douleur où se mêlent le sang, les larmes, les flammes. La musique du festival Nova trop vite remplacée par le son des sirènes et les cris de l'enfer. Cette enclume de douleur, je pensais bêtement que l'exposer au monde permettrait de l'apaiser, car l'humanité avec un grand H me faisait l'illusion d'être universelle et peut-être même le remède face au pire des maux. Au lieu de ça, cette enclume de douleur, toujours posée sur mon cœur, s'est retrouvée accrochée à un gigantesque élastique et s'est mise à tomber dans le vide abyssal des réseaux sociaux et des réactions du monde. À l'heure où il ne faut aucune compétence pour avoir une audience, ce sont les trends catchy qui marquent le tempo au rythme des slogans. Sous nos yeux ébahis, les mensonges se tissent au fil de haine et viennent nous enserrer de l'étau de notre injustice. On ne sait plus où donner de la tête. Les posters des otages arrachés gaiement par des voix clamant avec une arrogance sans nom que nous n'existons pas. Et lorsque délivrés, les vestes se retournent sans détour pour affirmer que leur libération ne rend ces âmes réelles qu'au fin de les comparer à celles des pires criminels qui, eux, ont eu le luxe d'avoir été jugés avant d'être condamnés. Mon cœur continue à être balancé sans relâche au milieu de ce tango d'une rhétorique 2.0 qui affirme, en maniant l'art du gaslighting, nier l'innocence de nos existences. Par ici, on assiste à la romantisation de nos tortionnaires, soudainement déclarés chevaliers d'une cause pleine de noblesse, comme si flatter l'ego de la bête suffirait à la faire ronronner, la laissant repue après cette victoire qui, puisqu'acclamée, pourrait alors la faire oublier l'ampleur de ses rêves de conquête. Par là, ces appels à la raison, au soutien, à la dénonciation, ces appels fondés, argumentés, prouvés et désorientés parce qu'ils ont le malheur de devoir exister. Car que valent nos témoignages, nos films explicatifs, nos rapports militaires, notre maîtrise de la langue et de la culture lorsque la situation aux yeux fermés du monde est claire comme de l'eau de roche? C'est pas juste. Écrire et réécrire l'injustice au fil de l'eau et faire d'elle un motif suprême justifiant les bons gros tantrums sous forme de pogrom ou crier mort aux juifs relèverait de la liberté d'expression, voire diante peut-être même du bon sens, sous les yeux ahuris de la majorité toujours aussi silencieuse qui se demande si c'est pas bientôt fini tout ce boucan. Alors, au milieu du chaos, j'essaye ça et là de me recentrer et d'arrêter les secousses. Je contemple cette enclume et cette douleur que le monde n'a pas particulièrement choisi d'apaiser, alors que c'est peut-être bien ce qui aurait pu apaiser le monde. Et je reconnais dans la douleur de cette enclume solitaire l'injustice du peuple juif. Alors ouais, nous aussi on peut dire que c'est pas juste, car ouais, c'est pas juste. C'est pas juste cette constante violence des uns et cette insolente nonchalance des autres. Ce constant besoin de montrer qu'on est des gens sympas et qu'on cherche vraiment pas à conquérir l'Occident, mais juste à gagner l'Eurovision. Cette redondante consternation en entendant nier notre terre, nos morts, notre histoire, même quand elle s'écrit au présent. Cet épuisant combat qualificatif. Défendre n'est pas attaquer, vivre ensemble n'est pas un apartheid. Une population qui se multiplie n'est pas victime d'un génocide. Un pays souverain n'est pas un empire colonial. Des roquettes ne sont pas des cailloux. Et last but not least, un bon juif n'est pas un juif mort. Cette enclume a toujours été là. Et ce saut à l'élastique aura eu le mérite de faire remonter acidement 6000 ans d'histoire dont le souvenir est notre seule arme pour mieux déglutir le présent. Car l'injustice est notre résilience. Et la résilience, c'est cette capacité à avancer au milieu du chaos. Alors ouais, avancer, on connaît. Et on continue à le faire, même si c'est en trimballant cette enclume qui s'allège vraiment pas avec le temps. Car c'est peut-être pas juste, mais on n'a pas l'intention de s'encrouter avec ce constat. Et on n'est pas du genre à vouloir ouvrir des camps pour enseigner au moins 3 ans la haine de ceux qui ont une dent contre nous, qui laisseraient leurs lèvres scellées, ni même celle de ceux qui se baladent tout creux dehors à répéter qu'ils vont venir nous bouffer. L'injustice, on continuera de vivre avec. Vivre avec. Ressentir et réagir avec notre ressenti. Prendre ce que demain met sur notre chemin et continuer à avancer, à chercher le beau, la création et la lumière. Nous mobiliser les uns pour les autres, mais aussi pour tous les autres. Retrouver le rire et honorer les larmes. Embrasser nos peurs en arrosant nos fleurs, mais arroser nos fleurs.
alors c'est peut-être pour ça qu'on agace. Que notre misère a l'air drôlement sympa, voire même assez insolente, mais c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on a. C'est l'histoire d'un peuple qui n'a pas attendu le 7 octobre 2023 pour avoir comme slogan qu'il vivra. Bravo. Elisabeth, native, Herbert Pagani aussi. C'est un peu, voilà. Je me permettrai. Non, mais c'est un grand, Herbert Pagani, et puis ça m'a fait, voilà, évidemment, ça a une couleur. Aller au plaidoyer pour ma terre, on le renouvelle, on en reparle, mais Ouais. on est là et on est sur notre terre et on la plaide, Ouais. puisqu'il le faut. Donc chacun fait son action. Voilà, moi je fais des émissions de télé, et puis certains aiment écrire. Et pourquoi vous l'avez écrit? Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qui vous a... Je pense C'est- qu'on apporte tous... En fait, on me dit souvent, mais à quoi ça sert d'écrire ? Je le vois quand je donne des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, tout ce qui a trait au monde artistique, qui pour moi est le synonyme même de la vie, de vivre, d'avancer, de l'épanouissement personnel. Et j'entends souvent, mais à quoi bon écrire? Pourquoi? Et ce pourquoi, pour moi, il n'a pas de sens. Parce que l'action de faire, la recherche du beau, la recherche d'être en adéquation avec soi-même et de réussir à faire le pont entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et quelque chose de concret qui peut être un art ou un autre, pour moi, on n'a que ça. C'est la création, c'est le beau, c'est l'amour, c'est ce qu'on a. Et c'est très très dur parce qu'on le voit en situation de guerre et certainement quand on parle de résilience, mais alors tout peut s'arrêter, on est encerclé de peur et cette reconnexion au présent, mais quelle est sa signification ? Et c'est, voilà, que ce soit dans les moments qu'on passe avec les gens qu'on aime, on le revoit à travers l'amour, on le voit à travers l'amour et à travers la création qui pour moi sont exactement la même chose. Mais c'est pour moi le sens de nos vies. Merci Elisabeth. Et d'ailleurs, on va continuer avec l'artistique, puisque Grégory Soussan, qui est guitariste célèbre ici en Israël, va venir nous jouer quelque chose ici. Voilà, il voulait... pas une création, mais il avait envie de nous jouer quelque chose dans un instant. Donc restez évidemment avec nous. On est là pour 2 heures, jusqu'à 23 heures en direct. Je peux poser une question? Oui. Et Elisabeth, comment tu t'es sentie, toi, au niveau de tes émotions, quand tu as terminé d'avoir écrit ce texte? Je l'ai réécrit. J'écris, je le réécris, je monte, je descends. En fait, tout ce texte, il est écrit, c'est la sensation sur le cœur et j'en parle parce que c'est de ça dont j'avais envie de parler, cette notion des réseaux sociaux, cette secousse. On a beaucoup entendu ces derniers jours, depuis qu'on a commencé à relâcher les otages, il y a cette phrase qui est revenue beaucoup, tout le pays retient son souffle. Et je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans. Je ne me suis pas reconnue dans cette linéarité, dans cette tranquillité de l'apnée. Moi, j'ai envie de vomir, j'ai l'impression qu'on me tord par terre, j'ai de la colère, je ressens un espèce de soulagement, mais en même temps une frustration énorme. Je me sens tiraillée dans tous les sens. Alors qu'il y a aussi ce deuil toujours en retrait. Donc c'est vraiment cette enclume de douleur qui était là, au début, et vraiment cette naïveté avec laquelle on était tous le 7 octobre dans l'après-midi à dire « Regardez, mon Dieu, regardez cette catastrophe, it's happening !» Et tout ce qui s'est passé depuis, mais c'est un saut dans le vide et ça rebondit et ça remonte, on est secoué dans tous les sens, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Je voudrais me permettre de rebondir sur ce qui vient de se passer là, maintenant. Là. D'abord, il y a un principe de base, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc chaque fois qu'on a la possibilité d'exprimer nos émotions, nos ressentis, ça nous évite justement de les garder à l'intérieur de soi, de les ruminer. Et c'est cette rumination qui va intervenir sur notre système amygdalien, qui crée de l'anxiété chronique, des crises de panique. Donc c'est important d'exprimer les choses. Et l'exercice et de la façon dont tu l'as rappelé, il y a en psychologie positive quelque chose qu'on appelle la boucle de feedback rétroactif, qui consiste à écrire ce que l'on ressent. Et une fois qu'on l'a écrit, on va se dire, OK, on va le noter sur une échelle de 0 à 10. En termes d'intensité. 10 étant une intensité heureuse, exceptionnelle, et 0, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Et notre émotion, on va la réécrire. L'histoire, on va la réécrire. Et en fait, cet aller-retour que l'on fait entre j'observe, parce que quand j'écris quelque chose, je donne un espace et un temps à mes névroses aussi, ok ? Et c'est intéressant de voir que cet aller-retour de dire non, je veux que l'histoire elle soit comme ça, je veux ressentir comme ça, je veux que le mot il soit comme ça, et ben on libère nos émotions, ça fait beaucoup de bien, et ça fait pas du bien qu'à toi, ça fait du bien aussi à ceux qui l'entendent. Il y a ce tango, il y a cette danse qui est merveilleuse aussi sur la rétrospective de l'écriture, qui est de te dire est-ce que c'est le reflet
de mon ressenti, est-ce que c'est le reflet de ce que mon corps avait envie de dire? Parce que finalement, c'est de donner un instrument qui sont les mots à des choses qui sont bien au-delà et qu'on peine à comprendre, mais qu'on arrive à... Écrivez. Il y a eu beaucoup d'indicibles, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait même pas à juste imaginer que ça pouvait être possible. Évidemment, donc on sort de ce monde-là, de l'incroyable, de la... Bon, au-delà de tous nos... je vous vois, vous aviez envie de réagir depuis un petit moment. Justement, juste par rapport pour insister sur juste une chose que vient de dire David, oui, effectivement, il y a un travail extraordinaire dans le fait de pouvoir exprimer, mais pour les personnes qui écoutent, avoir cette chance que quelqu'un ait pu mettre des mots exacts sur tout ce tourbillon qui se passe à l'intérieur, et pour beaucoup, c'est compliqué d'exprimer, c'est compliqué d'écrire, d'avoir cette faculté de sortir les choses de soi. Et juste cette possibilité de l'entendre, mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, vraiment. Donc merci pour les autres aussi, quoi. Donc je rappelle, voilà, votre nom, Elisabeth Native. Merci. C'était votre première... Native, il y avait un groupe de musique qui s'appelait Native, non? Oui, ouais. Mais là, c'est de TIV. Okay. Merci beaucoup d'être venu. Votre première ici. J'espère que vous reviendrez avec d'autres avec d'autres inspirations. Merci encore. On repart avec vous, Eric. Juste un dernier mot sur l'immobilier, l'avenir de l'immobilier. Alors, on change de sujet un peu comme ça, mais... Comment vous le voyez là maintenant, dans les prochains jours? Non, d'abord j'ai une question plus précise. On a parlé de l'achat, mais on n'a pas parlé des locations. Il y a beaucoup de contrats qui se terminent la fin d'année. Oui. Faut-il négocier à la hausse, à la baisse? Enfin, c'est les prix, c'est maintenant qu'il faut négocier. Oui. Est-ce qu'il y a plutôt une tendance à monter les prix de location ou à descendre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois depuis 18 ans que je suis dans ce métier que j'ai des appartements qui durent avant d'être loué, alors que jusqu'à présent, ça sortait, ça rentrait. J'avais quasiment pas de jours de libre de location. Aujourd'hui, il y a des appartements sur le marché on a beaucoup d'appartements sur le marché qui sont à la location, ce qui fait que les prix, globalement, baissent. C'est très rare en gestion, en location, en Israël notamment. Les prix baissent légèrement. Qui plus est, tous les appartements qui étaient en Airbnb, une très grande partie, sont devenus des appartements en location à l'année. Ce qui fait qu'on a une recrudescence de produits sur le marché. Donc, trop de produits, pas assez de demandes. Légère baisse des prix. Donc là, si on renégocie, on peut aller voir le propriétaire en lui disant descends-moi un petit peu. Il le fera. Alors, oui et non. Parce que le propriétaire, lui, il a une augmentation du taux de son crédit. Ah oui. Et donc, lui, il dit je veux une augmentation. Ouais. Maintenant, nous, on joue sur le fait de la guerre. Et aujourd'hui, on a pu baisser quelques appartements. Je ne dois pas trop le dire devant les propriétaires, mais voilà. J'ai un peu de mal à comprendre parce qu'on s'est dit à un moment donné, tu sais, quand les taux d'intérêt ont monté, on s'est dit à ce moment-là, les gens vont être pendus. Ils vont plus pouvoir en fait assumer leur crédit, etc. Donc, ils vont être obligés de vendre. Et comme ils vont être obligés de vendre rapidement, les prix vont s'écrouler. Et ça ne s'est pas passé, visiblement. Alors, non, parce que les particuliers ont tenu le coup, parce que c'était leur appartement principal. Ce sont principalement les gros investisseurs qui ont remis des appartements à la vente. Mais comme ils n'avaient pas vraiment besoin de vendre, c'était simplement une question de chiffres. Eux, ce sont que des chiffres. Des lignes. Voilà, je parle de gros investisseurs qui achètent énormément d'appartements. Eux ont mis des appartements à la vente à un certain prix, donc ce qui a permis de maintenir le marché. Eux, ils voulaient simplement rembourser leur crédit pour, au niveau de leurs chiffres, retomber sur leurs pattes, c'est tout. Donc il n'y a pas eu vraiment une grosse recrudescence de vente par rapport aux taux d'intérêt qui ont monté. Les gens ont tenu le choc. La plupart ont tenu le choc. Et ils continuent à le tenir parce que les taux d'intérêt n'ont pas baissé. C'est le miracle d'Israël. C'est ça. Je disais tout à l'heure. On est le seul pays où il peut se passer ce qu'on veut, mais dans l'immobilier, ça ne bouge pas. C'est vrai que c'est unique, c'est incroyable. En tout cas, le marché il est international déjà. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Ça aide. C'est vrai aussi. Quand tu as un marché qui est géolocalisé, il y a une espèce de contrôle du marché, mais dès qu'il est international, et puis on est aussi dans un achat passion. Oui. C'est pas simplement qu'un marché qui est national. C'est-à-dire que je veux ma place en Eretz, quoi. C'est ma terre. C'est la terre d'un juif, même s'il est ailleurs, c'est sa terre. Donc tu rajoutes ces deux choses-là, ça augmente les tarifs. Ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'est quand même fou, ça perturbe un peu, quoi. Savoir que voilà, maintenant les gens sont décidés à au moins avoir un pied à terre. Peu importe le taux de crédit, peu importe tout, je veux mon appartement, et ils viennent pour l'acheter. C'est tellement juste aussi comme démarche. Ah oui, bien sûr. Mais je trouve que écoute-moi bien, moi je pense que tous les juifs de France devraient avoir un bien en Israël. Impératif. Point barre. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans nos pays. On voit une espèce de nouvelle tendance qui est en train de se positionner contre une espèce de radicalisation qui se passe en Europe.
Mais c'est une poudrière, tout ça. Ouais. C'est une poudrière. Merci Eric, en tout cas, d'être Merci venu beaucoup, jusqu'ici. merci de m'avoir accueilli. Alors, pour vous joindre, on appelle David Lefrançois. Comment ça se Oui, passe c'est C'est votre agent. On peut vous trouver où alors comment Je suis sur Ben Yehuda, l'agence Comacom, et sur Ben Yehuda Tel Aviv, et également à Ashdod. D'accord, très bien. Le Ben groupe Yehuda, Comacom. quel numéro 53. 53 Ben Yehuda, David de Gage. Eric Gage. Eric, pardon, excuse-moi. Eric. Non, David, c'est son agent. David, c'est l'agent. Eric Tu Gage. comprends. Merci beaucoup d'être venu là. Merci Restez à vous. encore avec nous parce qu'on va écouter un peu de musique Avec maintenant. plaisir. Puisqu'on accueille Grégory Soussan. J'ai dit Greg ou Grégory Greg, c'est mieux. Depuis qu'on se connaît maintenant. Greg, c'est On se connaît depuis un petit moment. Peut-être avant de. On va se dire un petit mot avant de. Bien sûr. Ah, rapproche-toi un peu. Voilà. Voilà, Greg. Greg, ça va? Ça va très On bien. parlait justement avec Elisabeth tout à l'heure, elle a dit la force de l'artiste, quoi, quand même. L'artiste a besoin de s'exprimer en ce moment, là, maintenant, tout de suite, il a besoin de s'exprimer. C'est vrai. Par en la même- musique aussi? Par la musique aussi, mais en même temps, on a traversé un moment où il n'y avait justement pas de musique. Il n'y avait pas d'envie de jouer. Ni d'écouter de la musique. Non. C'est vrai. Je crois qu'on a on est tous passés par là les 2-3 premières semaines. Tu parlais de deuil tout à l'heure. Hein. Ouais. On est dans un pays où on est en culture. Ouais, Quand quand c'est on a un le deuil, deuil, on on- n'écoute pas la musique. On arrête complètement. Et ça va avec, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc même les musiciens ne jouaient plus. Ah, moi, j'ai pas touché mon instrument pendant 3 semaines, quelque chose comme ça. Ah, je comprends tellement. C'est fou. Ouais. Parce que vous êtes musicien, guitariste, prof de guitare, enfin Mais bon. même pas l'idée. Hein, même pas l'idée, c'est fou, ça. Ouais. Et en fait, les premières fois que je l'ai retouché, c'est en allant jouer pour des rescapés du Sud dans les hôtels à Tel j'y Aviv, étais, je me et à souviens. Netanya. Voilà, ouais. Et c'était très sympa d'ailleurs parce qu'on se rend compte de Interrompu pouvoir par de une la musique. requête, évidemment. Le C'est concert vrai. a été interrompu par requête, on est tous sortis Ouais, exact. en mi-clate, mais comment vous avez vécu ce moment? Moi, c'est là qu'on se rappelle pourquoi on fait de la musique, en fait. De donner un sentiment, de partager quelque chose d'humain avec des personnes et de leur redonner envie de vivre. C'est ça l'important, en fait. La culture, C'est la culture. l'essentiel de la musique. Ça nous manque la culture quand même. La culture, la présence de la culture dans nos vies. Mais particulièrement la musique. La musique. Il n'y a pas un outil plus puissant que la musique pour changer des états internes. Je peux me permettre, je raconte une C'est petite anecdote, vibratoire, quoi. toute petite. Quand j'étais en France, le mercredi, j'accompagnais des personnes qui étaient cérébrolisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient des atteintes neurologiques. Ok. Et en fait, elles avaient besoin d'être accompagnées, elles n'avaient pas les moyens. Donc, je prenais mon mercredi, et tout mon mercredi, j'accompagnais ces 4-5 personnes, à Paris, et voilà. Un jour, j'ai rencontré une jeune qui s'appelait Julie. Et Julie, en fait, quand je la rencontre, elle a une tumeur au cerveau, elle a 28 ans, et elle est pas capable de me donner un chewing-gum, de me le tendre. Et la veille, j'avais un coaching avec un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Guetta. Et qui se posait beaucoup... Un jeu de DJ. Et il me disait, il se posait des vraies questions sur finalement, c'est quoi le sens de notre vie? Je sors de mon entretien avec Julie, j'appelle mon épouse et je dis, tu sais quoi, remercie Dieu d'avoir un cerveau, qu'on ait un cerveau qui fonctionne, parce que dès qu'il y a un tout petit couac, c'est une horreur. Et entre Julie, je devais aller voir un autre jeune homme qui s'appelait Louis, mais j'étais dans un sale état interne. Et j'ai écouté de la musique, et par hasard, j'ai écouté une musique de David Guetta. Je l'ai appelé, je l'ai réveillé, je lui ai dit, écoute, voilà, tu veux savoir le sens de ta vie? Vous, les musiciens, vous, les artistes, vous avez cette capacité de changer nos états internes. Tu sais combien c'est précieux dans la vie d'avoir quelqu'un qui te change ton émotion grâce à quelques notes qui sont bien pensées. Et c'est pour ça que le pouvoir que vous avez, il est exceptionnel, et on a besoin de vous. Vraiment, en ces périodes-là, c'est vraiment important. Alors justement, on va. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir? Vous avez décidé Alors, de jouer quoi? j'ai préparé 4 petits morceaux, c'est des choses très courtes. Hein. Je me suis dit, pour commencer, on va commencer avec un instrumental d'une prière de Shir la Ma'alot. Je pense que c'est respectueux et C'est dans le ton. Voilà. Alors on y va. Donner- On y va. payer Greg hommage. Soussan. Alors.
Merci Greg Soussan, c'était beau. C'était très beau. J'aimerais enchaîner, c'est possible? Oui, bien sûr. Alors je vais... Les artistes ont tous les droits. Je vais enchaîner avec un morceau de Guy Mazig qui s'appelle Anarnu. Je vous conseille d'écouter l'original parce que les paroles sont poignantes. C'est un hymne sur lequel tous les Israéliens peuvent se reconnaître, qui traite de la guerre et du bilan de l'après-guerre, de chaque guerre, de la tristesse, des choses perdues, de la fraternité ressentie, de l'émotion du cœur commun de cette nation, et qui est propre à Israël surtout. Donc j'en ai fait une petite version instrumentale. Voilà, ça dure quelques secondes. Sinon, je peux chanter. Hein. J'aimerais bien. non, je préfère l'original. Je vais pas chanter. Là. Il va pas chanter, ou le chat. Greg Soussan, merci beaucoup. Rappelez-nous le titre de la chanson. Anarnu. Anarnu, qu'on peut retrouver donc, il faut qu'on aille voir pour les paroles. Et oui, vous pouvez aussi consulter mon Instagram. J'ai fait des reprises comme ça de morceaux où j'écris les paroles sur les parties instrumentales. Et comment on retrouve l'Instagram? C'est Grégory Soussan Musique. Grégory Soussan Musique sur Instagram, allez-y. Merci en tout cas. Restez avec nous, je crois qu'il y a encore d'autres choses. Encore deux petits morceaux. Bon, restez un peu avec nous là-dessus, voilà. On va accueillir, voilà. Comment ça va, monsieur 6? Ouais, comment ça va? Ça va bien? Appelle-moi Binyamin. Binyamin? Ouais, c'est mieux que monsieur? Ouais, alors voilà, un peu plus proche du micro, me dit Nathan. Voilà, parfait. Voilà. Alors Benjamin, Benjamin qui est là. Alors je voulais qu'il vienne ce soir parce que il se trouve que j'ai fait un petit film sur vous récemment et qui a cartonné. On a fait des centaines de milliers de vues, je ne sais pas combien, parce que c'est un personnage. Vous l'avez compris, c'est un civil. Il n'est pas militaire, mais il est plombier, je crois même. Plombier, mais qui a décidé depuis le 8 octobre, de donner chaque minute de son temps aux soldats. Mais chaque minute de son temps, il a une Jeep et il fait l'aller-retour entre les bases du Nord et les bases du Sud dans la même journée. La même journée, il va monter, il va redescendre et il va apporter, il va recueillir des affaires, notamment des affaires vraiment dont les soldats ont besoin, c'est-à-dire des genouillères, des casques, etc., etc. En fait, c'est par rapport à la demande de soldats, ils nous font des demandes et ce qu'ils ont besoin, on leur amène tout simplement par rapport au plougot. Donc vous arrivez à trouver l'argent, J'ai vu chez vous, c'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, évidemment, il y a des cartons partout. Il y a une autre aussi, une association qui se trouve dans le même immeuble qui est ma voisine Johanna. Et pareil, elle aussi, elle a des cartons et on s'entraide entre associations. Alors, c'est quoi les noms des associations déjà qu'on puisse... je ne me rappelle plus, la sienne, je crois, c'est Neshamot. Neshamot, d'accord, voilà, Neshamot. Moi j'ai pas d'association, c'est... c'est vous, quoi. C'est moi, voilà. C'est l'agence touriste. L'agence touriste, oui, parce que c'est un fan de l'agence touriste. Excellent. On va dans des endroits, en fait, où même une association, je pense qu'elle ne peut pas rentrer. Ah oui, alors c'est ça, parce qu'en fait, à force d'y aller, il s'est fait un réseau de chefs militaires incroyables. C'est-à-dire qu'il a la clé de toutes les bases militaires d'Israël, c'est ça un peu? On va dire ça comme ça.
Hein, parce qu'il est connu vraiment, là, je parlais à des soldats, ils me disent, ah oui, l'agence touriste, dès qu'on l'appelle, il amène ce qu'il faut, quoi. C'est génial. C'est à peu près ça, on va dire. Ouais. J'essaye, mais c'est compliqué. Par exemple, j'avais 300 demandes sur un TikTok que j'avais. On m'a supprimé TikTok à cause des gens qui tu sais, qui signalent. Ouais. Bon, voilà, j'en ai recréé un autre. Ce matin, ils me l'ont encore supprimé parce qu'ils sont pas contents que j'aide les soldats. Ouais, c'est ça. Ils arrivent à faire bloquer les comptes. Quand il y a trop de signalements. En fait, il y a trop de signalements, ouais, parce que je les aide tellement, les soldats, que quand on nous aime pas, en vérité, on voit ça, ça fait beaucoup les boules. Quand tu te lèves le matin, tu vois ce qu'on leur donne aux soldats, la joie, etc., et que les gens, ils sont chez eux, ils ont pas de joie, ils sont peinés en général dans le monde entier. Nous, on est beaucoup de joie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous vous êtes réveillé un matin? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour arriver ça? Alors, ça m'est déjà arrivé de le faire pendant la guerre déjà du Liban, il y a longtemps. Déjà parce que j'ai été élevé par un Rav qui m'a beaucoup appris ça, d'aider les autres. Le Chesed. Le Chesed, beaucoup. C'est Rav Asimov de Paris, Moulay. Et tout ce qu'il a appris, lui, c'est du Rabbi, en fait. C'est du Rabbi de Lubavitch, et on a beaucoup appris du Rabbi. Et surtout du travail du Rav Asimov qu'il a fait exceptionnel en France. Bon, après, voilà, pourquoi aussi je l'ai fait là? Moi, je pense que le 7 octobre, je pense que je peux dire un truc, c'est moi qui m'appartient à moi-même. Je pense que je suis mort ce jour-là. Et il y a eu Triat Ametim, comme on dit, quand il y aura Mashiach, à un moment donné, on va avoir une seconde, on va mourir et on va revenir. On va pas sentir cette seconde-là parce que c'est tellement une fraction de seconde qu'on ne va pas s'en rendre compte. Et je pense que j'ai eu ça et je me suis trié à ta métime, je me suis réveillé le 8. Je me suis réveillé et puis la même personne, une personne qui a plus envie de rien faire, de juste d'aller aider mes frères soldats qui sont seuls là-bas, ils peuvent être sous la pluie. Il y en avait qui n'avaient pas de tente, ils dormaient, j'ai des photos où tu peux voir, ils dormaient par terre sous la pluie avec des petits matelas, même pas des matelas, ils mettaient ce qu'ils pouvaient quoi, pour dormir. Donc on leur a amené des tentes, on leur a amené des pour dormir, des couvertures, on leur a tout amené, des kawés s'il pleut. C'est fort ça ce que je viens d'entendre quand même. Il est mort le 7 octobre. Ouais, je pense. Moi. Réincarné le 8. Non mais franchement, j'avais pas entendu ça. Et c'est beau. C'est presque de ce qu'on appelle de la reconnaissance. Reconnaissance. C'est-à-dire, je me lève un matin et je sens que je suis plus le même. Je me vois que je suis plus le même. Il s'est passé quelque chose. Et c'est surtout ma femme qui me voyait plus, qui a dit qu'est-ce qui lui arrive à lui de ma boule. Mais c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est on a tous envie de donner un sens à notre vie, en vrai. Et je trouve que Benjamin, il nous montre que finalement, l'adversité, l'épreuve, elle nous permet d'être en contact avec ce que je veux donner comme sens à ma vie, quoi. Et je trouve ça génial. Je trouve ça géant. Oui, c'est ça, en fait, une déconnexion d'un coup de ce qu'on a pu être et la décision, mais en fait, c'est même pas vraiment une décision, c'est quelque chose qui vient de manière spontanée pour nous faire évoluer dans une autre direction, donner un autre sens. Et surtout que j'arrive pas à dormir, surtout. Mais ça depuis avant Sud-nord. Ah oui, parce qu'il travaille tellement, quoi. Non, c'est-à-dire, je me lève le matin, mon programme, c'est de faire ma prière. Harcèlement des soldats, je reçois une cinquantaine de messages, une vingtaine de messages, j'essaie de voir qui je vais répondre le premier, le plus que je peux répondre et le matériel qui a besoin. Et après, j'essaye d'aller chercher de l'argent, parce que des fois, mon argent, j'en ai plus, le mien. Donc, je peux pas prendre que le mien. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'aident, j'ai beaucoup d'entreprises aussi en France qui m'aident. Mais tu veux dire que cette ressource que tu as trouvée en toi... Je sais pas d'où elle sort, Voilà, en fait. C'est ça, tu t'en doutais pas, en fait. J'arrive dans le sud, je mets 3 heures de route, je reviens recharger, parce que la voiture, elle est vide. Je reviens recharger, je la recharge. On repart dans le nord pour 4 heures de route. On revient ensuite les 4 heures. Tu te doutais pas que tu étais capable de ça, à peu près 20 heures de route dans la journée, ça fait beaucoup. Fou. Alors, j'ai un soldat en ligne qui vous cherche. Il vous a pas trouvé, donc il a dit, il est à la radio, je l'ai entendu, il est là, il est en ligne. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Alors, on va pas donner de nom. On sait que vous êtes soldat. Vous êtes soldat. Vous étiez à Gaza, je crois. N'est-ce pas? On était à Gaza. On est toujours à Gaza. Ah, vous êtes toujours à Gaza? Voilà, on est dedans et dehors. C'est-à-dire, on fait les allers-retours. Il y a une partie du doute qui est dedans. Et nous, on s'occupe de faire les allers-retours, tout ce qui est la logistique, tout ce qui est que Dieu préserve si le niveau de la rabbinite, c'est-à-dire le halalim, c'est-à-dire s'occuper des corps. Et tout confondu, parce que des fois, malheureusement, le corps, il est décomposé, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on s'occupe de ça aussi, au Hachem. On s'occupe de plusieurs choses en même temps, ça en Milouim.
qu'on a besoin, on dit amen. Dès qu'on a besoin de nous, on s'occupe. Et vous, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous appelez l'agence Tourisque. Voilà, et Benjamin. Alors, justement, grâce à Benjamin, j'ai un petit... Est-ce que j'ai une petite minute pour raconter une petite histoire? Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est vraiment quelque chose de très beau grâce à Benjamin, justement. Moi, la vérité, j'ai vu que des miracles. Je vois que des miracles. Et c'est pas des petits miracles, des vrais miracles. Et j'ai vu des visions d'horreur, des choses qu'on peut raconter, des choses qu'on peut pas raconter. Mais on a vu des choses extraordinaires et vraiment la Madache. Mais Benjamin, hier, je vais vous raconter une histoire. On devait organiser un barbecue, au Hachem, on avait pour une unité justement qui devait rentrer à Gaza. Et tout était fermé. Il devait venir dans ma base. La base, je peux le dire maintenant, c'est Iftar. C'est la base la plus proche de Gaza dans le nord, dans le sud, excusez-moi. C'est vraiment la base qui est le plus collée au Nazdikim, quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment collé à la frontière, on a 500 mètres à pied. Et on devait faire le barbecue, et finalement, on nous a dit, voilà, c'est décalé, y a d'autres personnes qui viennent. Alors, on me dit ça le jour même, et moi je vois ça, je dis, c'est quoi cette histoire? Et en fait, il y a mes copains, ils sont en route aussi pour justement nous amener le barbecue. Donc le jour même, donc en fait il y a un barbecue plus un barbecue. Donc déjà on voit vraiment l'abondance du jeune Israël qui cherche que à donner cette timicha, cette aide, etc. Maintenant nous on se retrouve en fait avec un barbecue en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on est parti au Mahavar d'Erez, qui est le point de passage où justement tous les terroristes, dans la grande majorité en tout cas, sont rentrés là-bas. Et on est parti justement pour leur amener et faire ce barbecue là-bas. Maintenant qu'on a fait le barbecue là-bas, la veille un soldat il m'a demandé, la vérité, je n'aimais pas mes tefilines, je les ai quasiment jamais mis de ma vie, j'aimerais prendre sur moi. Et je lui ai dit, écoute, la vérité, il y a énormément de choses que j'ai réussi à avoir et que j'ai réussi à donner, mais ça, c'est très compliqué. Et je me suis dit, Bezrat Hashem, prie Hashem, Hashem a la possibilité de tout transformer pour le bien, comme il dit Rabbi Nachman. Je lui ai dit, prie, si Dieu veut, tu verras. Et ben, grâce à Binyamin, il me dit, regarde frérot, j'ai des cigarettes, j'ai des vestes tactiques, j'ai de la nourriture et j'ai une paire de tefilines. Je l'ai appelé en vidéo, le soldat, il était limite en pleurs, il m'a dit merci de tout mon cœur, il nous a bénis, il nous a remerciés. Et ça, c'était grâce à Binyamin. Et j'ai raconté cette histoire encore à un copain à moi tout à l'heure. Il m'a donné 2 paires de tefilines. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai diffusé sur un des groupes de la base. Il y a une personne qui a vu ça. Il m'a dit, voilà, moi, j'ai 45 ans, j'ai jamais mis les tefilines de ma vie. Et j'aimerais pouvoir les mettre. Voilà, grâce à Dieu, il y a encore une personne qui a pu prendre sur lui de mettre les tefilines qui les avait jamais mis de sa vie. C'est-à-dire vraiment, c'est du délire. Vous entendez beaucoup de personnes comme ça qui reviennent un petit peu dans vos amis combattants, des gens qui reviennent à la religion en ce moment? Bah, la force, c'est quoi? C'est que comme je disais à ma femme, je lui ai dit, regarde, chérie, tu sais, il y a des personnes que sans le madim, ça veut dire sans la vie militaire, jamais de ma vie on se rapprochait, parce que moi je suis Choser Bitchouva, j'ai des péotes, quand on me voit comme ça, on me voit, on dit, ah, celui-là c'est un Haredi. Moi, je suis Khiloni, un exemple. Jamais de la vie, je lui parle. Mais comme on est ensemble dans l'unité, on combat ensemble, on va ensemble dans Gaza, on fait les missions ensemble, et que ce soit des chmirotes ou n'importe quelle mission à faire, alors les athlètes, ça crée un lien. Et les gens, ils voient que tu mets les tefilines, ils voient que tu fais des efforts, ils voient que tu te rapproches de la religion et que tu es heureux, et ils voient que tu es quelqu'un de sympathique, alors que qu'ils voient dans les médias, c'est l'inverse. Et ça les rapproche, les athlètes. Et ça, je pense que c'est la mission la plus importante. Et c'est un truc incroyable. Vraiment, c'est un truc qui m'a touché, que je vois tous les jours et qu'il y a énormément de personnes, et surtout tous les citoyens qui nous soutiennent. Je prends en passant une occasion de les remercier de tout notre cœur au nom de tous les Khayalim. Sans eux, croyez-moi qu'on n'aurait pas toute ce ratson, cette volonté de pouvoir autant faire de bonnes choses, et un immense merci du fond du cœur. Merci énormément pour ce témoignage, merci beaucoup, et puis pour tout ce que vous faites, vous embrassez toute la Plouga pour nous. De la part de l'agence touriste. De l'agence touriste, et on applaudit aussi l'agence touriste pour ce qu'il fait. Bravo. Vous protège. Si bravo. Et merci encore. Je parle encore aux soldats, si tu as besoin encore de téfilines, on en a encore, donc regarde s'il y a des soldats qui s'engagent à mettre les téfilines tous les jours, on en a de quoi leur donner, il y en a pas mal. Non, il faut savoir aussi que j'ai une autre histoire. Vous avez dépassé votre quota de mitzvot, vous. Ouais, on m'a dit ça. Il y a une limite. On m'a dit ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, fais attention, t'es en train de dépasser. Je dis, c'est pas grave. Benjamin, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Imaginons que les choses rentrent dans l'ordre, que grâce à Dieu, on remporte une belle victoire et qu'on reconstruise derrière. Je vais monter une entreprise. Non, mais tu feras quoi? Pour toi, c'est quoi l'après? On va continuer. On s'arrêtera pas, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, on s'arrêtera pas. Parce que la guerre, elle s'arrête pas. En vérité, si tu veux, regarde, on va appeler un deuxième soldat qui se trouve pas dans Gaza, mais qui se trouve à l'intérieur d'Israël, dans, comment on appelle ça, Shomron. Yehuda Shomron. Dans Shomron. La guerre ne s'arrêtera jamais. On le sait depuis depuis longtemps que la guerre ne s'arrêtera jamais. Jamais ils vont nous lâcher, jamais ils nous lâcheront.
Et on ne peut pas laisser les frontières ouvertes, on ne peut pas les laisser rentrer chez nous comme ce matin, assassiner des pauvres enfants, des gens de 18 ans, des à gens de Jérusalem 16 ans, notamment, ouais. Ce matin à Jérusalem, c'est pas possible. Donc avec tous ces soldats, il y a quand même des attentats. Donc si tu enlèves les soldats qui sont plus là-bas et tu dis arrête la guerre, ça peut pas s'arrêter, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas mathématiquement, si tu as un tu calcules, tu vois que c'est pas possible. Comment on s'en sortira? En priant. En priant. Voilà, il faut prier et les aider. Moi, je veux te dire juste une autre chose. C'est que j'ai eu un autre soldat je lui ai donné une paire de tefilines. Au début, il m'a fait croire qu'il était d'une autre unité bizarre. Il m'a dit ouais, moi je suis double des vannes, un truc genre commando. Ouais. Bon, on lui avait fait beaucoup kiffer, sans savoir. On était dans le magasin d'armes, on l'a fait kiffer. Il est venu, il m'a amené un beau cadeau hier. Il m'a dit je suis pas du truc, je suis du Hamas tactique d'une unité ultra. C'est la plus grosse unité d'Israël. Il m'a amené un truc un petit cadeau qui m'appréciait. Je lui avais amené sa paire de tefilines parce qu'il ne mettait plus les tefilines. Il m'a dit Binyamin, grâce à toi, j'ai vu que tu donnes des tefilines aux soldats. Je vais les mettre moi aussi, je m'engage à les mettre. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit regarde, j'ai encore 5 soldats qui m'ont vu en train de mettre les tefilines. Ils m'ont dit mais je veux mettre les tefilines, moi aussi, j'en veux une paire. Ma paire, je l'ai oubliée à Gaza. L'autre, il me dit ma paire, elle est ancienne, elle est vieille. C'était à la bar mitzvah, j'ai 45 ans, mais elle n'a jamais été vérifiée. Donc c'est possible qu'ils sont pas saouls ou ils sont pas cachers, quoi. Donc voilà, on va essayer d'aider tous ces soldats. Tout à l'heure, pourquoi j'ai eu du retard pour la préparation de l'émission, c'est parce que je suis parti jusqu'à Kfar Chabad pour chercher chez un sofer 5 paires de tefilines. Ce sofer que j'ai trouvé, parce qu'il n'y a plus de paires de tefilines, même en Israël, c'est dur à les trouver parce qu'ils ont tous été distribués aux soldats, etc. J'ai un miracle que c'est mon copain de classe, en fait, qui est sofer. Alors regardez, il y a Fanny qui était là, qui est restée avec nous, elle en a apparemment. Voilà. Elle a, voilà, on va vous mettre en relation et il y a des tefilines disponibles pour son soldat. Super, voilà. Beyachad, c'est l'émission Beyachad. Alors on va reprendre de toute façon, j'en ai déjà 5 et comme je l'ai dit, le sofer, tu m'as pas laissé terminer, mais le sofer, il était dans ma classe. C'est-à-dire qu'il m'a fait un prix, on ne s'est pas revu depuis des années, il m'a dit ah là Ben, je te vois dans les vidéos et tout, etc. Bon, au Hachem, même ça renforce encore que je vais chercher des tefilines, de voir des amis de classe, etc. Au Hachem. Merci Benjamin et bravo encore. On va reprendre un soldat qui est sur le terrain là en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, on donne pas les prénoms et on dit pas où c'est. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux dire où c'est. Alors, comment ça va? Comment allez-vous déjà? Ça va, bon, Hachem, tout va bien. Merci. Je viens de finir une patrouille, donc j'ai le temps de parler un petit peu. Alors on va essayer de parler pas trop longuement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a un soldat là qui est là et qui a soit des demandes, soit des envies de parler, de nous dire des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à nous qui ne sommes pas sur le terrain? On est là, nous, derrière dans un fauteuil, derrière un micro, mais on a envie de savoir comment ça va et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à nous? Alors tout d'abord, on est super fiers d'être sur le terrain, de défendre le pays, de faire toutes les opérations nécessaires pour mener à bien la mission de Tsahal. Moi, je suis pas ni dans le sud ni dans le nord, je suis dans la Judée-Saint-Marie, mais c'est aussi assez occupé de notre côté. Mm-hmm. Et voilà, on fait des arrestations, on fait des patrouilles, comme je viens de dire, on fait des patrouilles aussi dans les villes arabes. Et voilà, on essaye de tenir le coup et de continuer à bien notre mission. Vous êtes dans une situation, vous, pas d'arrêt en fait. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont là à la frontière de Gaza. Alors non, on n'est pas en situation d'arrêt du tout. Là où on est, on continue comme depuis le début. Il n'y a rien à changer à part le fait qu'on nous a prévenu que les choses pouvaient s'envenimer un peu plus à cause du fait qu'ils libèrent des prisonniers palestiniens et qu'ils les ramenaient dans la Judée-Saint-Marie. Donc oui, de ce côté-là, ça peut s'envenimer un peu plus. Et quel est le moral des troupes de votre côté? Ça va. Au Hachem, le moral reste haut parce qu'on a des gens comme Benjamin qui viennent et qui nous font le plaisir, qui nous amènent la joie et le bonheur. Pas juste en amenant des choses, mais aussi en venant et en mettant de la musique et en dansant avec nous. Franchement, c'est un extrait
Bah, vous avez besoin aussi, vous aussi, vous avez besoin de pause dans votre tête, j'imagine aussi. Voilà. Vous avez besoin de quelque chose en ce moment ou ça y est, vous avez ce qu'il faut? Parce que je sais qu'il y a eu des pénuries pendant un moment, mais est-ce que tout va bien? On a tout ce qu'il faut. Franchement, on a reçu tout ce qu'il fallait de l'armée israélienne, de tout ce qui est la logistique. Malheureusement, c'est de l'équipement qui date de 2006, de 2014 aussi. Donc c'est de l'équipement qui date un peu et c'est pour ça qu'il n'est pas fait pour la guerre, la guérilla que nous on mène dans la Judée-Samarie. Il est plus fait pour la guerre à champ ouvert comme au Liban s'il y a besoin ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général on voit beaucoup de posts sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en demandant de l'équipement tactique parce que nous on est plus dans un milieu urbain et pas dans un... Et ils l'entendent, vos supérieurs, c'est en cours, c'est en route? Mais ils peuvent rien faire. Malheureusement, tout l'équipement qu'on reçoit ou des États-Unis ou de l'Europe, ça va directement aux troupes qui se trouvent à Gaza ou au Liban. Ah. Nous, en Judée-Saint-Marie, on est un peu on est en bas de la liste de l'approvisionnement. Voilà, on est vraiment en dernier. Et voilà, mais pour l'instant, moi, la vérité, je vois pas qu'on ait besoin de quelque chose en particulier. On a tout de l'armée. C'est juste un petit plus, on va dire, d'équipement tactique. Voilà, c'est tout ce qui... Ouais. Et un peu de temps en temps, une petite visite voilà, de l'agence touriste pour vous, vous nettoyer un peu l'esprit. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de toute votre unité. On prie pour vous aussi, évidemment, de là où on est. On pense à vous et merci pour ce que vous faites là-bas. Merci à tout le monde qui prie pour nous. Merci. Qui pense à nous et on pense à vous tous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, bravo. En tout cas, moi, je m'émerveille en fait. Ouais. Je m'émerveille en permanence quand je vois. Mais c'est ça en fait. Quand je vois le moral qu'ils réussissent à avoir en faisant ce qu'ils font, je me dis juste, mais waouh quoi. C'est très incroyable. Ouais. C'est incroyable. Vraiment. Parce qu'ils voient des choses que vous voyez pas, mais ils le voient en direct. Ouais, toi, bien tu sûr. vas le voir aux informations, tu vas voir une info, ou tu vas voir, on va te le dire, ou tu vas pas le voir, mais si tu vois les choses devant toi, la chose elle est complètement différente. Et pourtant, on a le sentiment que ce sont eux qui nous donnent de la force. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui peut intervenir, que ce soit sur les réseaux, etc., c'est pour nous dire tenez le coup, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va bien. Si vous allez bien, nous on va bien aussi. Et du coup, on m'a dit récemment qu'en fait il fallait leur dire juste que tout allait bien chez nous. On parle à titre privé, par exemple, à son enfant qui est à l'armée. Il faut dire, nous, t'inquiète pas, ça va. Ça, c'est... Et toi, je sais que tu gères, etc. Mais ne pas avoir de compassion. Pas d'émotionnel à outrance, surtout pour un jeune soldat qui revient pour 24 heures, par exemple, à la maison. Surtout ne pas rentrer dans les effusions de câlins, etc. et de rentrer dans le côté émotionnel parce qu'en fait, il faut qu'ils réussissent à maintenir le niveau de stress, je dirais, suffisant pour pouvoir repartir au combat. Et pas trop lâcher, en fait. Pas trop lâcher, voilà. Le confort est dangereux. Les pauses, alors, ils en ont besoin, mais il faut faire attention parce qu'effectivement, il peut y avoir de la complaisance et en fait, il faut qu'ils restent vigilants, alertes. Et en fait, on a dans notre cerveau un système qui s'appelle le parexcitation qui augmente notre système de vigilance. Et quand on reçoit effectivement trop d'amour, ce système de parexcitation baisse. Et cette vigilance au combat, c'est des réactions. Et si on n'a pas la bonne réaction, on est en danger, on peut mourir. Donc c'est important qu'ils aient ces pauses pour récupérer, mais qu'ils n'aient pas ces pauses pour se détacher. Alors, il ne faut pas que ce soit détaché. Pareil, on n'a pas le droit de... Juste 2 minutes, je voulais juste intervenir par ce qu'il a dit. En général, quand on fait des barbecues soldats où ils dansent, etc., il y a beaucoup de gens, moi, des réactions que je vois sur les réseaux, etc. Oui, ils s'amusent, ils ne font pas la guerre, etc. Alors, il faut savoir... journée. Ah bah ouais, mais il y en a qui ne comprennent pas ça, justement, et il y en a qui ne sont pas du tout en pause d'une journée. C'est juste une pause d'1 heure pour manger. En fait. Et quand eux, ils ont fini de manger le barbecue, ils remettent les gants et ils repartent sur le terrain et c'est les autres qui arrivent. Parce que quand en général on fait un barbecue... C'est bien de préciser. C'est pas une soirée, quoi. C'est pas une soirée qui font... C'est pas un pop-up, ça dure 30... Nous, ça dure pendant 5-6 heures toute l'après-midi parce que nous, on est là, on leur fait kiffer toute l'après-midi. Mais eux, ils sont là 1 heure, ils mangent, hop, ils prennent, qu'est-ce qu'on leur amène, des cigarettes. Vous avez tous fait les soirées merguez dans les bases, des machins. Et en général, je sais pas si t'as vu... Moi, dès le départ, on est allé apporter comme... Donc, je sais pas si t'as vu,
Quand tu fais en général un barbecue, en général, tu as toujours une unité qui arrive. Nous, en général, c'est comme ça. Et en général, il y en a qui s'en vont, qui reviennent. Il y en a qui ont terminé le service. L'autre, il repart. Par exemple, hier, quand on était à Gaza, ou c'était hier ou avant-hier, je ne sais même plus, parce que j'ai plus de la notion du temps. Il y a eu la Sakatèche quand ils ont attaqué les soldats à Gaza. Oui. Nous, on y était collés et les soldats, ils ont sauté dans les jeeps. On voyait les soldats s'exciter, sauter dans les jeeps pour justement aller à cet endroit-là. Donc ça s'arrête jamais. Et tu vois, l'excitation, des fois, ça peut arriver à la seconde, tu vois. Ou alors on fait un barbecue, il y a les sirènes. Tout au début, il y avait beaucoup les comment ils s'appellent, Katusha, ils lançaient les trucs de Gaza. Il y avait beaucoup de sirènes, c'est-à-dire on faisait des barbecues les premiers jours, hein, je te parle. On avait tous les 2 minutes, il fallait aller courir dans le truc, dans le machin, dans le mamad. Surtout que là-bas, t'as pas beaucoup de temps. Hein. Et surtout que dans le mamad, il n'y a pas de place. Ouais. Il y avait peut-être 1000 soldats. Et il y a 4 mamad ou 5 mamad, des tout petits. Donc va courir. Il y en a, ils se cachaient même plus dans le mamad, il n'y a plus de place. Ils se mettaient sous la poubelle ou sous le machin ou sous le truc. C'est un cata. Bon, on fait une petite pause. Allez, une petite pause parti. musicale. Alors, Omer Adam, Alev Sheli. Allez, Omer Adav, Ishaï Ribo sur 94.7 FM. Oh yeah. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, השמיים הם לי חומה, איך אבוא בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פעם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. יש עצר שמציק לצום, ואין ציר שיצעק לצום, רק אני מול ים שלם ולב שבור, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק
שלי נקרע לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. ורק אתה יכול להפוך מספדים למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. Ishaï Ribot et Omer Adam, ici sur 94.7 FM et sur A+, puisque nous sommes aussi à la télévision, avec David Lefrançois qui est toujours avec nous, Greg Soussan, Evie Cohen, Benjamin Sis, comment ça va? Ça va. Vous avez plein de choses à nous raconter encore. Encore plein de choses. On va écouter un peu tout à l'heure, dans un instant, allez, dans quelques minutes, un dernier petit morceau. Un petit morceau que vous nous a préparé, Petite Greg, chanson. petite chanson. Mais on va faire un petit tour de table avant. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Il y a évidemment, les concerts ne sont pas prévus, rien du tout. Il n'y a rien pour l'instant. C'est vraiment bloqué. Comment vous faites pour vivre les artistes? Bonne question. Ouais, c'est une question. Il n'y a pas que les artistes, les indépendants, par exemple. On aurait pu poser la question à Fanny, effectivement, là-dessus, sur est-ce qu'il y a eu des aides d'État? Est-ce que c'est venu? Tout ça, je ne sais pas. Quelqu'un a les infos? Les aides ont été organisées, mais elles n'ont pas encore été collectées. Enfin, à mon savoir. Tu veux dire pour les artistes? Ouais. Pour les indépendants? Pour les indépendants en général. Elles ont été votées en fait, mais moi j'ai pas encore vu. La mise en œuvre est compliquée. Mais à un moment donné, il faudra vraiment se tourner vers ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra aider les gens, comme c'est un peu comme le corona à l'époque, quoi. Il fallait y aller, quoi. En ce moment, ça dure un peu là. Et tu sais, ce que je vais te dire peut être dur aussi, mais il y a un moment donné, c'est aussi à nous de nous réinventer dans des périodes de crise. Je crois que c'est aussi important alors que l'État nous aide, tu vois, mais c'est aussi important de se dire. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très, très, très juste. On va dire, ou dans la vie, tu es une victime ou tu es un créateur. Et à un moment donné, c'est aussi important de se poser la question, c'est si ces financements ils tardent, c'est aussi important de rentrer dans cette perspective, de dire qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux me réinventer pour aller chercher du business. Aujourd'hui, on a eu un très bel exemple tout à l'heure qui nous expliquait que le monde, il est worldwide. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont une qualité. Enfin, je te trouve jouer divinement bien. Il y a obligatoirement quelqu'un. Il est prof de guitare. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une composition. Il y a quelqu'un qui a besoin de choses. Il y a un moment donné, c'est important que vous soyez pas non plus attentiste. C'est ça que je veux dire. Et je sais que c'est facile. En fait. On n'est plus esclave de là où on habite. En fait. Et on doit plus l'être en fait. Ouais. On doit plus l'être parce que voilà, moi par exemple, j'utilise de la composition de musique, de savoir qu'il y a des personnes qui sont autour de moi. Moi, parfois, je fais composer ailleurs. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est de créer des liens à l'étranger, vu la situation politique ici. C'est-à-dire que dès qu'on dit qu'on vient d'Israël. Ouais, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est pas si compliqué que ça. Vous ne le ressentez pas, Non. Alors, même moi, dans le ressenti, j'ai du mal. Enfin, je sais pas. Non, la Greg, il faut faire attention aussi à des croyances. Et quand bien même tu en trouves quelques-uns, c'est pas la majorité des personnes, parce que les personnes à qui on s'adresse quand on fait du business, ils sont plutôt ouverts. Et par rapport au business, quand même, en règle générale, Israël, c'est quand même une place très, très, très forte. Et vaut mieux aujourd'hui, même en période de guerre, c'est plutôt significatif de dire « je représente une start-up israélienne », parce qu'on reste un pôle d'excellence dans le métier, dans le business. On a quand même une connotation de sérieux dans ce pays, et c'est vraiment intéressant. Donc, des cons, on en rencontrera toujours, et dans ces cas-là, on les met de côté et tu focuses sur les autres. Mais je pense que vraiment, ne nous arrêtons pas à ces obstacles de dire, en ce moment, compte tenu de l'image d'eux, non, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on avance, il faut qu'on crée notre futur. On va le faire grâce à avec des personnes comme Benjamin, comme nous tous ici, mais de toute façon, il va y avoir un après. Cet après, c'est à nous de le construire. C'est chacun de nous apporter notre pierre à l'édifice et de se dire, ok, Steve Jobs, il disait ça très bien. Il dit la meilleure façon de créer l'avenir, de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Inventons l'avenir. Inventons la musique qui s'exporte. Inventons plein de choses. Regardez, aujourd'hui, Israël, comment c'est devenu la place forte mondiale des séries exportées. C'est un truc de dingue. C'était pas comme ça il y a 20 ans.
Ça s'est passé en 20 ans. En 20 ans, c'est devenu la référence mondiale des très très bonnes séries qui se vendent à l'étranger, qui se rachètent des milliards. D'ailleurs, je parle de milliards. Je coupe, mais il y avait le MIP TV juste après le 7 octobre. Donc, aucun Israélien n'est allé au MIP TV. D'habitude, ils remplissent la salle. Tout le monde les attend. Personne n'est venu. Évidemment, ça fait une chute de vente. Évidemment. Claire. Donc, ça veut dire qu'on a une force. Et nous, on a cette capacité, nous, le peuple d'Israël, le peuple juif, d'avoir cette force de créativité. Tu le disais très bien tout à l'heure, nous sommes des combattants. Battons-nous. Et si l'État nous aide, tant mieux, c'est un plus. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans cette perspective de dire... parce que peut-être qu'ils ne pourront pas nous aider. Parce que, vous avez vu ce que ça nous coûte en milliards de shekels tous les mois, de l'armement, tout ça. C'est un milliard par jour. C'est énorme. Réinventons-nous. On va tenter. En tout cas, c'est un beau message qu'on passe ce soir. On va essayer de se réinventer. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y penser. Mais la vraie question, c'est est-ce que la meilleure période pour se réinventer, c'est quand on est au pied du mur, ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire tu vois, Elie, je vais te dire un truc. Vous prenez toutes les plus grandes sociétés qui ont façonné ce monde. Google, Facebook, ils ont tous été créés en période de crise. C'est ça, hein. Ils ont tous été créés en période de crise. Donc, d'ailleurs, c'est le symbole crise qui veut dire opportunité, c'est en japonais. Ça veut dire opportunité, crise. Ouais. C'est le même symbole. Adaptation et opportunité. Et en art, c'est souvent quand on est au plus bas qu'on crée les choses les plus belles. Mais bien sûr, c'est c'est maintenant. Et quand t'as pas le choix, t'y vas. Benjamin, un dernier mot. Il a tout à fait raison, ce qu'il a dit. David, c'est très sensé ce qu'il a dit, David. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que je voulais remercier tous les gens qui m'ont aidé. Déjà, ça c'est la première chose. Parce que oui, il y a tous les financiers derrière, parce que de France, ils se battent carrément pour venir vous envoyer de l'argent. Il y a des entreprises, il y a des gens personnels, leur argent personnel. Il y a des traiteurs qui nous donnent à manger, il y a le Rocage qui nous donne les sandwichs, il y a une tonne de gens, il y a Chai, il va se reconnaître s'il m'entend, il y a Ludo, il y a plein de gens. Je peux t'en citer des listes de mais on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vécu ça non plus. C'est vrai. Mais donc voilà. C'est vrai. Peut-être que tu sais, à l'époque, quand il y a eu les événements, si on aurait été un peu plus unis, on s'aurait peut-être réveillé, on aurait pu peut-être faire quelque chose, on va savoir. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens de communication. C'est ça aussi, c'est ça. Il n'y avait pas Israël, il n'y avait pas les moyens de communication, on n'était pas ensemble, on n'était pas unis. Là, on est tous unis, on est tous ensemble sur la même terre. Donc c'est une force surnaturelle que tu peux pas toi-même en tant qu'être humain comprendre. Maintenant aussi, ce que je voulais dire, c'était qu'aussi pour l'émission, j'avais oublié de le dire que c'était un les Nishmat. Voilà, on devait dédier, oui, effectivement, les Nishmat à quelqu'un. Alors, répète-le-moi. Alors, c'est Moshe Ben... que je vais... Attendez. Parce que la Torah est quand même présente. Nishmat, c'est Moshe Ben Meir Cohen. Léo Nishmat, Moshe Ben Meir Cohen. Voilà, cette émission a été dédiée à sa mémoire. Et financée un peu, en partie, à sa mémoire, à ce monsieur. Amen. Juste un truc par rapport à Benjamin, je voudrais vraiment dire que quand je te regarde, on a vraiment le sentiment que parfois les anges, ils passent facilement incognito à travers des styles ou des choses, mais vraiment, je veux que tu l'entendes. T'es un ange, mon frère. Merci. Voilà. Et merci pour ce que toi tu fais. C'est ce que j'essaye de leur dire en plus, ce soldat. À chaque fois, ils me disent d'où tu viens, mais tu viens d'où toi? Ils sont perchés là-bas, mais tout là, ou je sais pas où. Ils me disent mais t'es qui? Alors je dis non, je suis juste un ange d'en haut, tu vois. En haut, il y a le bon Dieu, il m'envoie. T'inquiète pas d'où je viens, qui je suis, comment je suis. C'est pas possible. Tu vois, je me suis pas trompé. Voilà, et moi, l'occasion aussi de remercier tous nos invités, mais on a encore quelques minutes ici ensemble, mais tous nos invités, la qualité de nos invités. Après, c'est très dur d'être un ange. C'est dur. Attention. Ah bah oui, il faut faire de la route. Non, il y a beaucoup de route. C'est pas ça qui est dur. Frère, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et un ange, c'est un grand mot. Je sais pas c'est quoi un ange. Un ange, c'est il faut pas avant d'être un ange. On n'est même pas à la cheville d'arriver à un ange. Ne te sous-estime pas, mon frère. Non, mais juste comme ça pour vous le dire. Alors on fait un peu de musique, ça va nous. Vas-y. Allez, Greg. Alors, c'est une bonne transition. J'enchaîne avec un morceau de Charlie Chaplin qui s'appelle Smile. Oh yeah. Avec des paroles cette fois. Avec des paroles cette fois. Ah, génial. Cool. Et on finit un peu avec un sourire donc.
Exactement. En fait, C'est c'est sur l'adversité, sur le fait que dans l'adversité, dans les moments comme lesquels on vit en ce moment, le plus dur, c'est de sourire. Et en fait, c'est la solution à la fois. Donc, voilà. J'aime Je bien. nous souhaite à tous de sourire Très bon pour voir des meilleurs jours. Voilà. Smile through your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you can fly. If you smile through your pain and sorrow, smile, and maybe tomorrow, see the sun come shining through. Face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, that's what's the use of crying. Find that life is still worthwhile. Just smile. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. So, though a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Bravo. Greg Soussan, ici sur 94.7 FM et sur A+, ici nous sommes en direct. Merci beaucoup pour ces jolis moments de sourire. Donc on rappelle, c'est Charlie Chaplin. Oui, c'était d'ailleurs la chanson préférée de Michael Jackson. Oh yeah. Ah oui, mais il n'a pas chanté lui-même. Si, Il a chanté. Oui, il a chanté. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Oui, il l'a chanté. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Greg. Merci de votre invitation. C'était agréable et nécessaire. Il a dû écrire cette chanson à son concours de sosie. Tu te connais cette anecdote, non? Non. Charlie Chaplin a participé à un concours de sosie de Charlie Chaplin. Il a terminé 3e. Il a vu un concours, il a fait « je vais participer ». Il a terminé 3e. Il a dû écrire Smile juste après. C'est drôle. C'est bien. Merci Evie d'être venue. J'ai passé un super moment, merci à vous. Merci aussi. Merci beaucoup Benjamin. Toujours un très bon Merci moment. à toi en tous les cas aussi. C'est à Merci. toi qu'il faut remercier. Nous, on est là quoi qu'il arrive, tu sais. On est juste des passeurs. Je voudrais juste aussi dire bonjour. Peut-être refaire revenir, pourquoi pas, nos invités qui sont là. Voilà, mais alors mettez-vous là, voilà, comme ça. Vous avez le micro, vous pouvez le choper, l'attraper. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Ça a été, beaucoup. c'était votre première. Approchez-vous du micro. Merci beaucoup. Je reviens quand tu veux. C'est vrai. C'était bien. C'était top. Tu sais qu'on est en télévision et en radio aujourd'hui. C'est pas mal comme Qui plus système. est. Hein, c'est plus. Elisabeth. C'est super clair, merci. Elisabeth, rapprochez-vous. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire qu'en ces temps de guerre, ce moment, ce beyachad, cet espace que tu as choisi de créer pour nous tous, c'est merveilleux. Donc, Merci Elisabeth. j'étais ravie Et d'en en plus, faire on l'a partie. appelé Beyachat, cette Beyachat, émission. c'est merveilleux. Fanny.
Merci beaucoup. Pour moi, c'était une première. Et je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs à aider. Et puis, si je peux aider, avec grand plaisir. On revient vers vous. Comment on vous joint d'ailleurs? Comment on fait pour vous appeler si vous... Instagram, les réseaux, et puis on pourra donner mon numéro de téléphone. C'est très bien, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu là. David Lefrançois, merci. Un bonheur d'être avec vous. Et puis de faire ces rencontres aussi, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses ce soir. Et on a passé un bon moment. Ouais, merci encore. Et j'ai été surpris de cette belle rencontre et de savoir qu'il y a des... Il y avait des... Voilà, on a un joli club. Ah, j'adore. Là, on va créer ce club. C'est quoi, moi, j'adore être surpris. J'étais surpris ce soir. Merci beaucoup. Si tu veux, tu viens avec moi sur les bases. C'est un peu compliqué parce que moi, je ne sais jamais où je vais. Quand je vais, c'est toujours en freelance. T'inquiète pas, je m'adapterai. Et après, on va dans... Combien de temps il me reste? C'est-à-dire, quand on fait une base, on fait 2, 3, 4, 5, 6 bases. Alors, Benjamin, je veux rembourser évidemment Erika Chaim qui est ici. Je veux le remercier 1000 fois. Mes techniciens adorés qui sont toujours avec moi. Cédric Bétache. Nathan, qui est là, qui m'a beaucoup aidé. Si tu veux, tu peux prolonger l'émission. On rajoute un peu de... Il y a encore un mini-schmat, on rajoute encore. Non, je rigole. Merci beaucoup à tous. Merci à la radio, merci à Nir, merci à Moshe, le patron de la radio de 94.7 FM. J'ai envie de repartir en musique pour terminer. Combien de secondes on a? 1 minute. On a 1 minute pour terminer sur Smile et on va essayer de chanter avec toi. On va essayer? Allez, on va faire Smile, on va faire Smile. Je vais faire la Tikva. Ou la Tikva? Allez, la Tikva. Allez, bon, la Tikva. Allez, ça marche. עוד לא עברה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Merci à vous tous. On se revoit pour une prochaine émission. J'espère très vite. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci Stéphane. Top. מסתובב ברחובות בין שקיעות של בין 40, הקולות והריחות מזכירים אותך בינתיים. איש זקן לבד יושב לו, אני שאלתי מה כבד לו, הוא סיפר שהיא הלכה, כך ברגע נעלמה, ומאז הלב כואב לו. פני בעיר נמל, דייגים חוזרים בערב, בקבוק של וויסקי שוב ביד, כך אשכח מהלבד שכואב אצלי כמו